Hop, on va démarrer comme d'habitude par la présentation de l'équipe du live qui est très claire aujourd'hui par rapport à d'habitude. Donc nous avons notre dragon là-haut, alias Dadou, qui ne parle pas souvent, mais quand il le fait, c'est pour cracher du feu. Faites attention à vous. C'est un gardien ancestral des vérités qu'on préfère éviter. Il dort dans une grotte pleine de dossiers vétérinaires et de factures d'analyse génétique. Son rire fait trembler les top 5, s'il vous plaît. Son regard dissout les pédigrés douteux. Son mot préféré, coefficient d'endogamie. Bref, vous êtes prévenus, il est dangereux. Nous passons à Tyrion, alias Menkun ou Cyril. Il a toujours une vanne dans sa poche et une statistique dans l'autre poche. Tyrion, c'est l'intello sarcastique du groupe. Il est capable de corriger un pédigré, de casser un hypertype et de faire un morito, et tout ça en 3 minutes montre en main. On le garde parce qu'il boit moins que les chats consanguins qui n'ont d'ICO. Et parce que sa réplique préférée reste « Ce n'est pas l'alcool qui tue les lignées, c'est l'ignorance ». Nous avons oublié Couette de chat, enfin j'ai oublié Couette de chat qui n'est pas encore là mais qui devrait passer faire un tour ce soir. Donc ici, Couette de chat, elle est redoutée par les trolls, vénérée par les modérateurs Dadou et Cyril. Lady Couette, c'est la voix de la justice féline, la gifle polie que tu ne vois pas venir, est la seule personne capable de t'expliquer les gènes dilués pendant qu'elle stérilise 4 chattes et répond à 32 messages privés en même temps. Elle est froide comme de la glace, elle est droite comme un rapport d'AVK, pour ceux qui savent ce que c'est un AVK. Elle défend les lignées oubliées et les chatons orphelins comme s'ils étaient les siens. Ne la contredisez pas, elle a un tableau Excel pour vous contrecarrer. Et enfin, la petite dernière, moi-même. Donc, j'ai les nerfs d'un volcan, le cœur d'une lignée haute crosse et la voix qui fait plier des statistiques. Je suis héritière du trône de fer et je suis également sur TikTok. Je sélectionne sans trembler, mais je transmets avec feu. Ma bibliothèque est un cimetière d'anciens standards et mes PowerPoint font trembler les hypertypes, même dans leur gènes. Je ne fais pas de favoritisme, je transmets et parfois je laisse un dragon brûler tout le reste. Oh, merci, c'est très gentil. Je vais démarrer ce live par une petite dédicace à certaines personnes qui se reconnaîtront ou pas. Il n'y a pas de cookies, on n'est plus dans Star Wars. Je suis désolée. Bonsoir le refuge des âmes, je ne t'avais pas vu. Du coup, petite dédicace. Je vais faire une dédicace et remercier, avant de commencer ce live, aux invités de l'ombre. Celles qui ne disent jamais bonsoir, mais qui scrutent chaque slide, chaque post comme un épisode de Game of Thrones. Hein. Celles qui confondent bleu smoke et bug visuel et prennent en fait un cas clinique rare pour une invention TikTok ou une fake news. Ce genre de personnes, elles ne construisent rien, elles ne transmettent rien. Ce genre de personnes, elles aiment observer dans l'ombre comme des cafards. Avec l'attention d'un jury qui n'a jamais laissé passer un examen, car de toute façon, elles auraient été incapables de réussir cet examen. Même avec ces gens-là, je continuerai à transmettre, parce que eux, c'est ce qu'ils ne peuvent pas vous offrir, en fait, au final. Ils critiquent, moi je vous explique. Ils screenent mes slides, moi je construis des lignées. Ils rient, moi je fais avancer en partageant. Contrairement à ces personnes, je ne suis pas née pour rassurer les bancs de sable. Hein. Je suis la vague qui change les côtes. Je trace, je brûle, je transmets. Et ceux que ça dérange n'ont jamais su allumer leur propre feu au final. Alors ce soir, toute l'équipe de ce live, Dadou, Couette de chat, Tyrion et moi-même, on vous dit, à vous aussi, santé. Prenez place dans les gradins extérieurs comme d'habitude. Ici au moins vous êtes au bon endroit pour apprendre ce que vous ne savez pas. Et spoiler alerte, ici les dragons ne se nourrissent pas de likes, ils se nourrissent de savoir. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et on va démarrer quand même ce live comme d'habitude avec une introduction. Et tout d'abord le plan. Oh merci. Merci, merci.
ceux à qui ça s'adresse se reconnaîtront, j'en suis sûre. Donc aujourd'hui, on va voir les malformations congénitales. Donc j'ai pas changé la date, tiens en haut. Magnifique. C'était pour jeudi 2 octobre. Hein, ça a été repoussé pour ça a été repoussé pour une seule chose, des problèmes informatiques qui ont un petit peu perduré ce soir. On va parler des malformations congénitales avec une punchline, chaque flamme révèle les failles. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je raccroche tous mes thèmes à des films parce que j'adore les films, j'adore le cinéma et même les séries télé. Du coup, euh, oui, je vois ça. Du coup, voilà, j'adore et je relis tous mes lives à une série. Donc là, on est sur Game of Thrones, on est sur la fin. C'est le dernier, on parlera de malformation congénitale, de tout ce que cela implique. Donc en introduction, on va montrer ce qu'est une malformation, quand la sélection est claire ou dérape. On parlera à nouveau un petit peu des mamans tueuses. On verra la typologie des malformations. On verra d'abord les crânes et les visages, le thorax, les colonnes et les queues, les organes internes. Pardon. Alors je vous ai développé certaines parties, un petit peu moins parce qu'il y a des maladies congénitales qu'on ne voit pas souvent. Qu'on ne voit pas souvent, donc je vous les ai passés rapidement, mais c'est intéressant que vous les connaissiez quand même, parce que bon, quand vous vous retrouvez face à cela, c'est toujours intéressant de savoir voilà, qu'il y a des malformations qui existent, que vous n'êtes pas seul, que même si c'est un cas sur 10 000, c'est intéressant de s'y intéresser, parce que ce cas sur 10 000, il peut vous arriver à vous au final. Ensuite, on verra les origines possibles et on les voit en fait juste après, on les voit pas au fur et à mesure parce que de toute façon, les origines sont les mêmes pour à peu près toutes les typologies de malformations congénitales. Hein. Ensuite, on verra de la prévention, de l'accompagnement, un petit cas éthique et une petite conclusion. Et la semaine prochaine, je tiens à rajouter au petit manifeste que je viens de vous faire le cas de Rose qu'on verra jeudi, ça y est, je suis paumée. Le cas de Rose est un cas exceptionnel. J'espère que vous serez nombreux à venir écouter son histoire. Alors non, Rose n'est pas un syndrome comme certains semblent le croire. Rose est une petite chatte Maine Coon. Oh, merci pour le gâteau. Qui c'est que j'adore les gâteaux? Donc Rose est une petite chatte Maine Coon qui souffre d'hydrocéphalie. On étudiera donc du coup l'hydrocéphalie en même temps. Et surtout au travers de Rose, cette chatte exceptionnelle qui atteint l'âge de 6 ans et demi maintenant, comme quoi il y a un espoir même dans des maladies lourdes, qui a une propriétaire extraordinaire, qui m'a confié la joie et le bonheur d'être la voix de Rose pendant un live, et je ne l'en remercierai jamais assez de m'avoir partagé son histoire. Voilà, donc vous verrez à la fin de ce live l'annonce de Rose. Et on démarre par cette introduction qui arrive enfin. Et à la fin de l'introduction, on reparlera un petit peu des mamans tueuses. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui est difficile, hein, un sujet qu'on préfère souvent taire, surtout les éleveurs. Éviter, contourner, cacher. Les malformations congénitales, ce sont des failles invisibles qui s'éveillent dans l'utérus de la maman et qui parfois traversent la mise bas pour s'incarner dans un corps qui est fragile. Ce sont des chatons qui naissent pas comme les autres, avec une fente, un thorax trop étroit, une queue vrillée, un souffle qui manque, ou même deux visages au lieu d'un seul. Ces anomalies, on voudrait croire qu'elles sont rares, on voudrait croire que ce sont des accidents, des fatalités, des exceptions, mais elles ne sont pas si rares au final. Elles sont le reflet silencieux de nos lignées, de l'histoire de nos lignées, des croisements que nous effectuons, nous éleveurs, de ce qu'on transmet, parfois sans même le savoir, malheureusement. Certaines de ces malformations sont compatibles avec la vie, d'autres non. Et là, l'éleveur doit faire un choix, pas un choix esthétique, pas un choix économique, mais un choix éthique. Un choix qui pose cette question essentielle, peut-on transmettre la vie sans trahir le vivant ? Alors ce soir, on ne va pas juger, on ne va pas accuser, on va regarder en face, comme d'habitude, ce que la reproduction féline peut aussi produire quand on cesse de l'idéaliser et qu'on la regarde en face, parce que parler de malformation, c'est pas salir la race,
Alors, autant là, ça concerne pas seulement le Maine Coon, hein, ça concerne à peu près toutes les races, hein. C'est respecté assez, toutes les races en fait, même les chats de gouttière et européens, comme vous voulez le dire. C'est respecté assez pour oser améliorer en fait. Ce live, c'est un feu qui va pas brûler, mais il va essayer de vous éclairer. Il va essayer d'éclairer ce que trop de lignées cachent encore dans leur ombre. Quand une lignée transmet la vie, elle transmet aussi ses ombres, et parfois ces ombres prennent la forme des malformations. C'est le prix du feu, et le prix de ce feu, c'est notre responsabilité à nous de le maîtriser. On va parler du coup de ces mamans tueuses. Alors parfois, on l'a vu déjà au dernier live, hein, les mamans tueuses, parfois, ce sont des chattes qui savent avant nous. Elles sentent quand un chaton est trop faible, mal formé, quand il n'a aucune chance de survivre, alors elles prennent une décision qui est radicale. Elles éliminent ce chaton. C'est brutal, choquant à nos yeux d'humains, mais dans la logique de la nature, c'est une stratégie de survie en fait. Protéger leur énergie, préserver les autres chatons de la portée, éviter qu'un petit fragile ne condamne l'ensemble de la fratrie. On appelle ça, et on appelle ces mères surtout, les mamans tueuses. Et ce terme choque, mais en réalité, c'est un instinct ancien, presque animalement sage en fait. Là où nous, humains, voulons sauver à tout prix, la mère, elle va choisir la lignée, le groupe, la force collective. C'est une leçon qui est dure pour nous, mais elle est fondamentale à comprendre quand on parle de malformation en fait. Alors les clés d'explication, elles sont simples, hein. C'est des clés d'explication éthologiques. Éthologie, je vous rappelle, c'est l'étude des animaux. Alors quand on dit étude des animaux, ça comprend l'être humain. Je vous rappelle que l'être humain est un animal. Donc les clés qu'on a en éthologie, c'est l'investissement parental différentiel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mise bas va représenter un coût énorme énergétique pour la maman. Toutes les dames qui sont ici comprendront ce que je veux dire. Si un chaton est mal formé, trop faible ou malade, continuer à investir de l'énergie, du lait en lui met en danger la survie de toute la portée. Donc si la maman l'élimine, elle maximise le chance de survie pour les autres, tout simplement. Il y a aussi la pression de survie de l'espèce, hein. L'éthologie nous montre que les comportements maternels visent avant tout à transmettre les gènes, hein. Les animaux se reproduisent pour transmettre les gènes, pas, pas comme nous les humains en fait, hein. Un chaton non viable ne transmettra rien. Donc l'instinct élimine l'individu qui est condamné pour préserver à nouveau la lignée. Donc vous voyez que c'est vraiment une espèce de survie, hein. Il y a l'économie des ressources. Dans la nature, la nourriture et l'énergie sont limitées. Un chaton fragile peut ralentir la croissance des frères et sœurs, voire les condamner tous. La maman va choisir l'efficacité biologique, hein. C'est ce qu'on va appeler ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre la phrase. Mieux vaut 3 forts qu'un seul fort et 3 faibles. Donc en fait, si elle a 4 chatons, qu'il y en a un qui est faible, qui risque d'en rendre 2 autres plus faibles, en fait, elle va choisir d'éliminer le chaton faible pour pouvoir avoir 3 chatons forts. Et ensuite, il y a le signalement comportemental, hein. Souvent, la chatte, elle sait, grâce à des signaux que nous ne percevons pas humains. Il y a l'odeur corporelle qui va être anormale, il va y avoir une absence de réflexe de succion, il va y avoir des plaintes atypiques pour elle, il va y avoir de l'hypotonie, c'est-à-dire un chaton qui est trop mou, et ces indices vont déclencher chez la maman en fait l'élimination du chaton. En résumé, ce que nous appelons des mamans tueuses, ce n'est pas de la cruauté, hein, c'est un comportement adaptatif qui est hérité de l'évolution, qui vise à assurer la survie de la fratrie et de la lignée, ce qui est très important pour eux. Ça va toujours? Je vous ai mis la fin là, avec une image un petit peu dure, mais voilà. On va attaquer les typologies des malformations avec notre charmant Cyril, qui lit un livre pour une fois. Je dis ça, je dis rien. Alors, on a plusieurs grandes catégories dans les malformations. Pardon. On va d'abord étudier le crâne avec tout ce qui est fente palatine, hydrocéphalie et des cas rares comme les chats de Janus, hein. Ça, c'est pareil. C'est vraiment un cas extrêmement rare. Il y a eu un cas chez le Maine Coon, hein, mais je n'ai pas réussi à retrouver la photo à nouveau. Si je vous la retrouve un jour,
Je vous la mettrai. On a les malformations au niveau du thorax. On parlera bien sûr évidemment des côtes plates. Oui, c'est ça. Pour une fois, Cyril s'instruit. On parlera aussi du pectus excavatum, qui est très très important. On verra que les dernières données montrent que c'est quelque chose d'extrêmement récurrent chez le Maine Coon. On parlera des malformations des colonnes vertébrales et surtout de la queue, avec les queuvriers, les nœuds à la queue et la spina bifida. On parlera ensuite, mais rapidement, hein, de malformations extrêmes, où on verra à nouveau les chatons avec les intestins sortis. On parlera des sténoses anales, mais vite fait. Et du coup, on va démarrer avec la première malformation, la fente labiale. Alors, on connaît le bec de lièvre, hein, en fait. La fente labiale, le bec de lièvre, c'est comme en fait une ligne de faille sur le visage du chaton, sur le visage même de l'humain. C'est un murmure ancien qui s'inscrit dans la chair. C'est un rappel que même la beauté peut naître brisée, en fait, au final. On connaît surtout la fente palatine, mais il existe une autre forme de malformation crânio-faciale, c'est le bec de lièvre. Il s'agit d'une fente au niveau de la lèvre supérieure qui peut être unilatérale ou bilatérale. Là, elle est unilatérale pour le coup. Dans certains cas, elle est isolée. Dans d'autres, elle s'accompagne souvent d'une fente palatine, hein. Elle n'arrive pas toute seule, ce qui complique encore plus la situation pour l'opération. À la naissance, c'est pas toujours évident de le détecter, mais très vite, le chaton va avoir du mal à prendre son lait. Il glisse, il n'arrive pas à faire le vide pour téter, il va se fatiguer. Visuellement, on remarque une lèvre coupée, parfois jusqu'au nez, mais pas toujours. C'est une ouverture qui est nette, comme une fissure qui n'a jamais été refermée pendant la gestation. Sur le plan vital, en fait, alors je vais vous montrer un Maine Coon ensuite. Sur le plan vital, si la fente labiale est isolée, voici un magnifique Maine Coon qui vient de chez une amie. Si la fente labiale est isolée, le chaton peut parfois survivre, mais il aura besoin d'un biberonnage rigoureux, de soins particuliers. Il a des difficultés à se nourrir. Il peut avoir... Alors, si la fente labiale s'agrandit, n'est pas opérée, il peut avoir des difficultés à se nourrir durant toute sa vie. Si la fente est associée à une fente palatine, alors on a des risques de fausse déglutition et de pneumonie. Et là, malheureusement, la viabilité du chaton sera quasi nulle, hein. Enfin, sur le plan génétique, il est prouvé que certaines... Le voici à nouveau. C'est un chat plein de vie. Enfin, sur le plan génétique, certaines lignées montrent une répétition de ces anomalies, hein. Donc là, c'est pareil, hein. Quand vous avez ça, il faut bien noter parce que c'est souvent un signal d'alerte, hein. Pour l'éleveur, la question devient éthique. Peut-on transmettre une lignée qui porte un défaut structurel aussi lourd, même si ce chaton semble aller bien au départ? Là, dans le cas de Nessie, il s'appelle Nessie. Il a été opéré, comme vous pouvez le voir, il a grandi tout à fait normalement. C'est un très très beau chat. Oui, bravo, Master. C'est un très très beau chat. Son éleveuse est une femme extraordinaire et formidable, qui s'est très très bien occupée de lui. Il a eu moult opérations pour en arriver là. Et il le vit très bien, ma foi. Mais c'est pas toujours le cas au niveau des becs de lièvre. Annick, oui, Annick est géniale. C'est une femme extraordinaire. Bon, ça s'est calmé, il y a un petit peu moins de monde maintenant, ça va. Je vais être moins stressée du coup. Bonsoir Stéphanie, je t'avais pas vu. Elle n'a eu que lui dans ce cas-là, ouais, ouais, elle a eu que lui. Dans ce cas-là, il n'y a eu que lui. Ah, c'est vraiment Annick, hein, qui l'a porté. Ça, on le verra à la fin, on parlera d'éthique, mais on verra que dans certains cas, c'est voilà, c'est l'humain qui porte, hein. Si on laissait faire la maman, on n'en serait pas du tout au même niveau, loin de là. On passe aux fentes palatines qu'on avait déjà vues la semaine dernière, il me semble. C'est le palais qui ne se ferme jamais. Le lait
Je me remets avec vous. Le lait que le chaton tente d'avaler passe dans les poumons au lieu de l'estomac. Résultat, il tousse, s'étouffe, s'épuise, finit par s'éteindre souvent avant même qu'on ait compris ce qui se passait. La fente palatine, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une grande fente. C'est une ouverture anormale en fait. Dans le palais du chaton, le palais normalement c'est par la bouche des voies respiratoires. Quand il est fendu, eh bien la bouche communique largement avec le nez. Il faut essayer, Adeline. Concrètement, le chaton ne peut pas téter. Dès qu'il essaie d'avaler du lait, une partie passe dans la trachée. Résultat, il tousse, il étouffe, on a des fausses déglutitions. Très vite, on a une pneumonie derrière. À l'œil nu, on peut parfois voir une ligne dans le palais ou un trou qui ne devrait pas être là, mais souvent c'est le comportement qui alerte, pardon, c'est le cas de dire. Le chaton n'arrive pas à s'alimenter, il maigrit, il s'essouffle, ou quand il s'alimente, le lait va sortir au niveau du nez aussi. C'est vraiment, là vous avez une fente qui est un petit peu plus petite. Alors, il existe bien des tentatives chirurgicales, mais elles sont extrêmement lourdes, coûteuses et rarement viables chez un nouveau-né. En pratique, c'est une malformation quasiment toujours incompatible avec la vie. Quand il y a suffisamment de matière, on arrive à recoudre. Vous avez pas mal de cas documentés sur Internet où vous pouvez aller voir. Où il y a quand même des fentes palatines qui sont refermées. Alors moi, je vous avais dit, j'avais eu le cas une fois d'une fente palatine. Malheureusement, oui, moi je sonde en général, mais quand j'ai ramené le petit chez le vétérinaire, la fente était beaucoup trop large et on ne pouvait rien faire. On a dû prendre la décision de le faire partir dignement. Moi, je soutenais à mon vétérinaire que je pouvais le nourrir par sonde, parce qu'il avait 15 jours. Je l'avais maintenu 15 jours par sondage, pardon. Mais du coup, est-ce que, voilà, est-ce que sur du long terme, c'est viable pour l'animal? Non, non. Donc, parfois, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Si ça avait été opérable, je l'aurais fait opérer. Mais ce n'était pas le cas. Merci pour les cœurs. Pour l'éleveur, c'est ce que je vous dis, c'est un des moments les plus difficiles parce qu'on a devant nous un chaton qui semble vivant, qui bouge, qui miaule, mais dont la survie est médicalement impossible. La fente palatine, on peut la voir, mais parfois ce qui tue, c'est invisible. C'est à l'intérieur. Là, vous avez en radio, je ne sais pas si vous voyez bien. Tu es à sec, Dadou. Oh, bravo. Alors ça, c'est l'ataxie cérébelleuse. Ça, c'est pour... Mais je crois qu'elle n'est pas là. C'est Julie qui m'avait demandé. L'ataxie cérébelleuse chez le chaton, c'est quand le corps vacille mais ne cède pas. On en avait déjà parlé un petit peu dans les maladies neuropathiques. Vous voyez le chaton là, on voit sa tête, elle est floue. C'est pas parce que le monsieur a mal pris la photo. En fait, c'est parce qu'il tremble tellement que ça se stabilise pas. L'ataxie, c'est un trouble de la coordination motrice. Lorsqu'elle est dite cérébelleuse, cela signifie que le problème vient du cervelet, la partie du cerveau responsable de l'équilibre, des mouvements fins et de la posture de l'animal. Chez le chaton, cela va se manifester par une démarche qui va être instable. Ah, je vous ai mis, voilà le schéma en fait, où ça se passe mal au final. Donc là, on voit mieux sur celle-là, photo. En fait, le chaton va avoir une démarche instable comme s'il était ivre ou s'il titubait. Des mouvements saccadés, exagérés et imprécis, des chutes fréquentes. Parfois, il va avoir des tremblements intentionnels comme là au niveau de la tête, en fait, au final, qui vont s'aggraver quand il essaie d'atteindre quelque chose. Les chatons atteints sont lucides, vifs, conscients, mais leur corps ne suit pas du tout leur intention. Alors, pour les causes possibles chez les chatons de... Pardon. On va avoir
Une origine congénitale, c'est pour ça qu'on en parle ce soir, ça va être une malformation du cervelet, en fait, avec une hypoplasie cérébelleuse. Le cervelet, en fait, est trop petit ou il est incomplet à la naissance. Il peut survenir spontanément ou en lien avec la génétique. On peut avoir aussi des infections virales in utero, comme le typhus, qui est une cause fréquente. Si la mère est infectée pendant la gestation, le virus va attaquer les cellules du cervelet du fœtus. Résultat, on aura un cervelet sous-développé avec des ataxies permanentes à la naissance, hein. On a une origine génétique avec des formes héréditaires, notamment chez les Persans, le Burmese et certaines lignées de Maine Coon, mais c'est extrêmement rare. La transmission, c'est souvent une transmission autosomique récessive. Donc je vous rappelle pardon, que quand vous avez une transmission autosomique récessive, ça veut dire qu'en fait, il faut réunir un couple. Il faut que chaque parent amène ce gène-là. D'où l'importance en fait de faire attention à ce que vos ICO soient maîtrisés. Je vous rappelle que l'ICO, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire pour les gens qui sont sur les gradins extérieurs, l'ICO en fait correspond pas à la consanguinité comme certains l'entendent, mais ça correspond en fait au nombre de gènes homozygotes au pourcentage de gènes homozygotes que votre animal va avoir. C'est bon? La consanguinité, comme on l'entend en fait à l'heure actuelle, c'est l'indice de corrélation. Et ça correspond au top 5 chez le Maine Coon ou au clone. C'était un petit rappel. Ça dépend de l'atteinte en fait, pour celui qui a posé la question, l'échange de survie, ça dépend de l'atteinte et de là tu vois c'est un animal qui est plus grand, il a du mal à marcher. Mais après c'est pareil, en confort de vie, est-ce que c'est raisonnable de faire perdurer? Après ça reste une question éthique, hein. Oui, un bonjour fait toujours plaisir. Ah, il y a Momo qui arrive. On va passer oui pardon, j'ai pas fini. Les premiers signes sont visibles dès que le chaton va commencer à marcher, pas avant, hein. Donc vers 2 3 semaines, hein. Mais ils peuvent s'intensifier au fil du temps et contrairement à une paralysie, il n'y a pas une perte de force, hein. Le chaton veut se déplacer, mais ses mouvements vont être mal contrôlés. L'évolution et la prise en charge est non progressive dans la majorité des cas. Les signes sont stables à vie. Le chat va apprendre à compenser. Bonjour Momo. Certains vivent très bien, même si leur démarche reste atypique. Il n'y a pas de traitement, hein, pour ça. On peut effectuer un soutien possible avec un environnement adapté, aucun obstacle, pas de tapis, avec des tapis antidérapants, pas de tapis, pas de carrelage. Des cures de B12, d'oméga 3, d'antioxydants peuvent aider l'animal. Et une surveillance en cas de suspicion d'inflammation secondaire, hein. En fait, c'est des animaux qui doivent... Oui, mon Dieu, oui, bravo, vous êtes à 37. Bravo, allez-y à fond. Euh, voilà, il faut surveiller l'animal et être tout le temps sur lui. Si l'ataxie s'aggrave avec le temps, il faut envisager une pathologie progressive derrière, en fait. Et s'il y a une autre maladie qui se met derrière l'ataxie, ça peut être beaucoup plus compliqué pour l'animal. Si la cause est virale, il n'y a pas de risque de transmission génétique, hein, mais il faut quand même faire attention au niveau sanitaire, hein, parce que si c'est viral, ça veut dire que le virus est dans la chatterie, en fait, au final. Si le cas se répète dans une lignée, on peut suspecter un facteur génétique, mais pour ça, il faudrait apprendre à suivre ces lignées aussi. Normalement, on arrête la reproduction. Quand on a un chaton comme ça, il faut arrêter la reproduction des 2 parents, même s'ils ont l'air sains. On joue pas, voilà, on joue pas à l'apprenti sorcier avec des maladies comme ça. Certains éleveurs vont choisir quand même de garder ces chatons comme compagnons. Ce sont des chats qui sont plutôt joyeux, expressifs, très attachants, mais qui ne doivent jamais, bien évidemment, être reproduits pour toujours ceux qui veulent jouer aux apprentis sorciers. L'ataxie cérébelleuse, c'est pas toujours une condamnation, c'est un autre rapport au mouvement, au monde, à l'équilibre. Je vous dis, c'est plus de l'éthique. Ça exige de l'éleveur une vigilance redoublée pour que l'erreur ne se répète pas et pour que la vie reste digne pour l'animal, même quand elle tangue un peu au final. On va parler du coup un petit peu rapidement de l'hydrocéphalie parce que on le revoit jeudi
un petit peu plus en détail. L'hydrocéphalie, c'est une accumulation anormale de liquide dans le cerveau. Ce liquide normalement circule et protège tout le système nerveux. Mais ici, il va s'accumuler dans les ventricules cérébraux, en fait, au final. Le résultat, il va être visible, hein. La tête, elle est disproportionnée quand le chaton naît. Elle est gonflée, arrondie. Les yeux peuvent diverger souvent, hein. Vous pouvez avoir un chaton qui louche ou au contraire avoir les yeux qui partent de chaque côté. Parfois, il peut avoir un regard aussi fixe vers le bas. À court terme, le chaton peut survivre, hein, mais les conséquences vont être lourdes sur le chaton. Il peut avoir des troubles moteurs, il peut faire des convulsions, il peut faire de l'épilepsie, il peut avoir un retard de croissance, il peut avoir des souffrances neurologiques. Parfois, certains chatons vont vivre plusieurs mois, voire quelques années. La majorité meurt très tôt ou sont souvent euthanasiés, il faut le savoir, par les éleveurs. C'est une des malformations les plus douloureuses pour l'éleveur, car au départ, le chaton semble juste mignon avec une grosse tête, hein. Je vais vous en montrer un, c'est un chat de gouttière, parce qu'on verra des images, on verra pas mal d'images de Maine Coon jeudi. C'est un très beau chaton. C'est un très beau chat, pardon. Donc c'est une malformation qui est douloureuse, et parfois la nature va encore plus loin. Là où l'hydrocéphalie déforme l'intérieur, on va voir dans le prochain cas, attention aux âmes sensibles, que certaines malformations peuvent dédoubler les visages. On va parler d'une malformation, moi, qui me tient à cœur personnellement. J'ai beaucoup cherché dessus, beaucoup étudié dessus. C'est un vertige, c'est une anomalie spectaculaire. Elle semble sortie d'un mythe, hein. Et puis il y a ces cas qui bouleversent plus qu'ils n'effraient, en fait. Et comme si la nature elle-même hésitait, en fait, entre deux formes. Je vous présente le chat de Janus. Le chat de Janus, c'est l'exemple donc le plus spectaculaire, c'est deux visages sur une seule tête. Deux museaux, deux mâchoires, parfois même deux paires d'yeux, comme ici. Scientifiquement, c'est lié à une perturbation du gène Sonic Hedgehog. Alors ceux qui viennent sur mes lives fréquemment savent que j'ai déjà parlé de Sonic Hedgehog, parce que du coup, oui, je n'aime pas que le cinéma, j'aime aussi jouer à des jeux vidéo. Donc ça m'a beaucoup fait rire parce que tous ceux qui jouent à des jeux vidéo savent qui est Sonic. Pourquoi ce gène s'appelle Sonic Hedgehog? Tout simplement parce que le généticien qui a découvert ce gène est un joueur et a trouvé que le gène ressemblait un petit peu à la tête de... Non, c'est pas des chats siamois. Ressemblait à la tête de Sonic, tout simplement. Et du coup, maintenant, on l'appelle SHH. Explication simplifiée de ce gène, mais je vais essayer de faire assez précis quand même. Le gène SHH joue un rôle clé dans le développement embryonnaire de l'animal, il faut le savoir. Il contrôle à lui seul la croissance, la symétrie, la segmentation. Et donc, notamment dans ce gène, on va retrouver la formation du cerveau antérieur, la morphogénèse crânio-faciale, ce qu'on voit ici, les visages, le crâne, le palais, etc. La formation des membres. Maintenant, vous vous rappelez pourquoi je vous ai parlé de ça, et notamment du nombre de doigts. C'est ce gène-là qui va fixer le nombre de doigts sur la polydactylie. Le souci avec ce gène, c'est que si il y a un excès, une anomalie d'expression ou une dérégulation locale du SHH, cela peut entraîner la polydactylie. Là, c'est quand la SHH est en excès et elle va créer plus de doigts au niveau des bourgeons des membres. Ça peut provoquer la diloproposopie, c'est-à-dire ce qu'on a ici, le chat de Janus, si excès ou duplication de l'activité SHH au niveau du front embryonnaire. C'est le même mécanisme biologique en fait, mais à des endroits différents du corps. Vous voyez ce que je vous explique? Oui, je vais vous en montrer un adulte. En résumé, le gène SHH, c'est comme un feu sacré dans l'embryon. S'il est trop faible, le corps ne se forme pas. Mais s'il brûle trop fort et qu'il est en excès, le corps peut se former 2 fois
ou plusieurs fois. Et parfois là où il ne faudrait pas qu'il se forme. Du coup, là, vous avez un autre chaton qui est en train d'être allaité. Donc, vous voyez qu'il a été allaité. Oh, je me mets avec vous parce qu'on ne sait jamais. Il a été allaité, on voit ici, hein, des deux côtés. Et ici, on voit le cas le plus connu. Oui, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est pour ça que ce cas m'a beaucoup intéressé, c'est parce qu'on est vraiment sur le même gène que la polydactylie. C'est vraiment ce qui m'avait vraiment beaucoup intéressé au départ. Dans la quasi-totalité des cas, les chatons de Janus vont mourir à la naissance, hein, dans la quasi-totalité des cas. Ils ont des difficultés à respirer, à téter, ils sont incompatibles avec la vie au final. Mais il existe une exception célèbre, vous l'avez devant vous, c'est Frank et Louis, un chat de Janus qui est né aux États-Unis, qui a vécu plus de 12 ans. C'est un cas unique dans l'histoire qui a marqué le monde entier, ou du moins tous ceux qui s'intéressent à la génétique. Au-delà de la biologie, le chat de Janus, c'est devenu un symbole. Il incarne à la fois la fascination, la peur, mais aussi la fragilité de nos lignées. Le chat de Janus, c'est pas un cas extrême, hein. Il est le miroir de nos lignées. C'est quand l'héritage se divise, quand les extrêmes se croisent et pas en doigt, et parfois quand le vivant hésite également. J'en connais encore un qui va me dire après, t'as pas arrêté de bafouiller pendant le live. Mais non, pardon. C'est pour ça que, oui, en fait, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses que vous allez voir que vous croiserez jamais, eux sont mignons, hein, que vous croiserez jamais dans le monde de l'élevage au final, mais il faut le savoir que vous soyez pas en panique totale justement quand, merci Romain, quand, quand ça vous arrive en fait, hein. Il faut savoir réagir vite la plupart du temps et voilà, et ne pas être justement horrifié, même si ça va être, je pense, la plupart des gens, c'est ce qu'ils ressentiront quand on voit ça. On va passer aux malformations thoraciques. Alors j'en parlais avec l'un de vous. J'essaie de vous retirer beaucoup de verbiage scientifique et d'essayer de rester un petit peu plus littéraire pour que tout le monde puisse comprendre. J'espère que ça vous va. Donc on rentre un petit peu moins dans les détails au final scientifiques, mais au final on n'est pas là non plus pour être des vétérinaires ou des assistants vétérinaires. On est juste là pour apprendre un petit peu plus. Normalement elle devait venir, mais bon, elle est toujours à l'hôpital, donc voilà. Donc si elle était fatiguée, je pense qu'elle dort en fait. Je réponds à Nathalie. On va voir les malformations thoraciques. J'ai encore zozoté. Oh non, c'est pas grave, t'inquiète. La vie est ainsi faite. On va voir les malformations du thorax et on va commencer par les côtes plates ou FCS, c'est-à-dire le flat chest syndrome. Pour ça, FCS. Donc ça se traduit, comme vous pouvez le voir sur les images ici, là c'est des côtes normales, par un aplatissement de la cage thoracique, pardon. Le syndrome des côtes plates, donc c'est un aplatissement anormal de la cage thoracique, je me répète, merci. Contrairement au pectus excavatum, pardon, qu'on va voir en bas. Faut pas me faire rire. Pardon, je vous ai toussé dessus. Donc c'est un écrasement en aplatissement anormal de la cage thoracique sur le plan dorso-ventral, hein. En fait, vous pouvez avoir des côtes plates, ça va en étonner certains, hein. Vous pouvez avoir des côtes plates effectivement
à ce niveau-là, mais vous pouvez aussi avoir un écrasement de la colonne vertébrale. C'est pas toujours en bas, hein. Il peut y avoir une malformation de la colonne vertébrale, hein, qui fait que ben, les côtes vont s'écraser automatiquement. Contrairement au pectus excavatum, le sternum, comme on peut le voir ici, il reste stable, hein. Il est en position quasi normale, mais l'ensemble du thorax s'est écrasé, ça fait comme une espèce de petite boîte d'allumettes, hein. Ça donne au chaton un aspect élargi vu du dessus, mais très bas vu de profil. La cause exacte des côtes plates, elle reste multifactorielle. Ça, c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent chez les Maine Coon. Alors, multifactoriel, ça veut dire quoi? Il y a des anomalies génétiques qui sont supposées. Il y a des pressions abdominales excessives, ce qu'on appelle les chatons nageurs. Il y a une immaturité musculaire ou de connectivité. Et parfois, il y a un lien avec une prise de poids trop rapide dans les premiers jours. Oui, mais j'ai pas pris d'eau. Alors, il me reste un fond de thé, mais une fois que je l'aurai fini, j'aurai plus rien. Cliniquement, le chaton va présenter une respiration difficile. Je vous ai mis ce schéma parce que je trouve qu'il est plus parlant en fait au final. Je trouve qu'il est mieux fait, pardon. Donc côte normale, côte plate, pectus excavatum, on va le voir juste après le pectus excavatum. Donc là, de profil, côte normale, côte plate, pectus excavatum. Hop, pardon, j'ai pas regardé le bon curseur. Non, je ne prends pas d'études de 3 jours, je ne m'appelle pas Shrek, merci quand même. Donc, cliniquement, le chaton présente une respiration rapide superficielle, une position à plat avec impossibilité de se redresser. Un retard de croissance est possible hein, dans les cas de côte plate. Hein, vous allez voir, c'est des chatons qui vont prendre beaucoup moins rapidement de poids. Le diagnostic est essentiellement clinique. Il est complété si besoin par des radios. Il ne faut pas hésiter hein, pour exclure d'autres malformations associées. Alors, le pronostic pour les côtes plates... il dépend du degré d'atteinte en fait hein, du chaton. Certains cas vont se corriger partiellement avec le temps, des soins et du soutien, positionnement sur des coussins, limitation d'embonpoint précoce, mais dans les formes sévères, là vous allez voir, là c'est une éleveuse, ouais vous êtes à 60, vous êtes fabuleux. Ça c'est une éleveuse anglaise hein, qui a fait dans les années, s'il vous plaît, 90-95. Donc certains peuvent rire de ce qu'elle a fait, mais c'est une des pionnières hein, qui s'est penchée sur ce sujet. Hein. Donc, vous pouvez faire appel à un ostéopathe qui va pas mal aider, qui va aider à remettre la cage en place si c'est léger. Le syndrome des côtes plates est observé sporadiquement dans certaines lignées de races lourdes, comme le Maine Coon, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Maintenant, on commence à avoir des études qui montrent que ça reste quelque chose d'extrêmement récurrent chez le Maine Coon. Sa répétition dans une même descendance doit faire suspecter un terrain génétique dans ce cas-là, même si les études manquent encore à ce niveau-là. Hein. D'un point de vue éthique, le maintien en reproduction d'individus issus de côtes plates pose question. Et en même temps, oui et non, parce que en fait, il faut plus observer les lignées de côtes plates, parce que souvent, ça semblerait être plutôt un gène récessif, surtout chez le Maine Coon, où oui, il y a des corsets. C'est un corset maison qu'elle a fabriqué avec, on le voit ici, avec un rouleau de papier toilette. Hein. Moi, j'avais discuté avec elle, je lui avais envoyé un mail à l'époque parce que j'avais trouvé, pardon, je me bats avec mon curseur, avec un rouleau de papier toilette et elle avait fait et on en avait parlé la dernière fois. Elle expliquait qu'en fait, à ce niveau-là, vous avez une espèce de nerf, alors je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai discuté avec elle. En fait, il y a un nerf qu'il faut pincer, ça fait tomber le chaton dans les pommes, vous relâchez, et du coup, il prend une énorme respiration quand il revient à lui, et ça permet d'ouvrir les poumons et de pousser la cage thoracique. Alors maintenant, on ne s'amusera surtout pas à faire ça, parce que maintenant, il y a de super ostéopathes, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc les ostéopathes savent faire ça de façon beaucoup plus zen et normale, en fait, on va dire, que faire tomber un chaton dans les pommes. Mais à l'époque, elle avait trouvé ce mécanisme pour arriver à... Oui, c'est le pectus excavatum, chatterie de Palouse, on va en parler juste après.
Elle avait réussi avec ce pincement de nerfs à faire rouvrir les plaques, les cages thoraciques des chatons. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est une idée, moi j'aurais pas osé, mais écoutez, sur ce coup-là, elle a été plutôt pas mal. Donc oui, alors pourquoi observer? Parce qu'en fait, souvent, c'est le mariage qui va être mauvais, pas ni la mère ni le père, c'est souvent le mariage de 2 animaux. Vous pouvez remarier la maman, qui a donné des côtes plates avec un autre mâle et vous n'aurez peut-être pas de côtes plates ou vous en aurez à nouveau. Donc en fait, il faut arriver à trouver, le bon équilibre pour savoir si c'est la maman à elle seule qui donne les côtes plates ou si c'est le mariage qui est en question. Et la plupart du temps, de ce que moi j'ai observé, c'est le mariage. Je vous ai dit, on était à 3, 4 éleveurs à avoir eu, moi j'ai eu des côtes plates aussi, hein, avoir eu des côtes plates à la même période, c'était au début où j'élevais. On a partagé nos pédigrés sur Popeds et on avait trouvé 2 lignées en commun, alors que moi, je rappelle, je fais du haut cross. À l'époque, c'était sur des chats haute cross et qu'elle faisait des chats traditionnels. Mais comme dans le haut cross, vous avez une part de tradi dans leur pédigré, ce qui explique pourquoi on avait trouvé. Mais voilà, vous avez des lignées qui peuvent être retrouvées hein, comme ça. Et après, évidemment, évitez ces lignées-là. Mais une fois que vous les avez éliminées, non, essayez d'abord le mariage avec un autre mâle pour voir si c'est pas juste le mariage, si c'est pas juste 2 gènes récessifs qu'on a mis ensemble. Ouais. Tout à l'heure, on va parler des hernies, mais je me suis pas trop, je vais les présenter un petit peu vite. Mais c'est quelle hernie? T'en as plusieurs en fait. Là, on arrive sur le pectus excavatum d'abord, hein. J'ai foutu le bordel dans mes feuilles, pardon. Donc je repars en arrière parce que j'ai changé l'ordre en fait avant de faire le live. J'ai une bonne idée. Donc en fait, mon PowerPoint n'est pas aligné à mes notes. Parce que je vous rappelle que je suis pas blonde, mais un petit peu Kinder quand même, hein. Pa, 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 pa. J'ai carrément sauté une feuille. Tout va bien. Allez, les côtes plates. Hop, là vous avez un chaton côte plate. Et on va passer au pectus excavatum. Le pectus excavatum, c'est une malformation donc congénitale de la paroi thoracique caractérisée dans ce cas-là par l'enfoncement du sternum. Hop, je suis en train de montrer là, mais que vous voyez. Alors ici, c'est assez spectaculaire, hein. Normalement, ce sera pas comme ça. La plupart du temps, c'est pas comme ça, hein. Cette dépression va entraîner une compression des organes internes, hein, vous vous en doutez bien, surtout intrathoracique. Notamment, ça va écraser le cœur, les poumons, réduisant la capacité fonctionnelle de l'animal. Là, vous en avez un autre qui est plus ce que vous verrez en général. Vous voyez, voilà. En fait, vous pouvez quasiment y entrer un doigt. En radio, ça va donner ça, hein. Donc là, vous voyez vraiment bien la malformation. Hop, chat normal. Mais non, Cindy. Non, mais c'est pas des trucs qui arrivent souvent, hein. Faut arrêter. Hop, est-ce que Christelle est là? Je vois plus. Oui, Christelle est là. Christelle, tu as le droit de fermer les yeux. Image hyper choquante qui arrive. Parce que alors, le pectus excavatum est quasiment mortel dans la plupart. Enfin, si vous gardez le chaton, on peut redresser un petit peu, mais pas beaucoup. Dans la plupart des cas, il faudra en arriver à une euthanasie et si vous le laissez, vivre, souvent il fera une embolie pulmonaire. Il dépasse rarement les 6 mois en fait, sauf dans quelques cas rares avec un soutien, ostéopathe assez poussé, on arrive à les amener jusqu'à un certain âge et là, une opération est possible et je vais vous montrer en quoi consiste l'opération. Donc vous allez avoir dans l'image qui suit, une cage thoracique ouverte avec ce qu'ils implantent dans la cage thoracique pour pouvoir ramener les côtes
le sternum au bon niveau. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, cette radio, en fait, est issue de cette opération. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. C'est le même chat, en fait. Avant opération, après opération. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez fabuleux au niveau du pectus excavatum, parce que voilà, on peut sauver un chat avec cette opération. On est parti. Vous fermez les yeux pour les âmes sensibles. C'est bon? Dadou n'a pas mis de commentaire épinglé. Allez, on est parti. Donc sur l'image du haut, on ouvre la cage thoracique du chaton. On implante une barre dans laquelle on va passer des câbles. Hop. On va refermer la cage thoracique. On va mettre un système rigide où les câbles qui ont été passés ici vont passer au travers de cet appareillage. Et au fur et à mesure que le chaton grandit, on va tirer, enfin, grandit pas. Au fur et à mesure des jours, on va tirer sur les câbles. Pardon, j'enlève l'image. Hop. Hop. Et c'est un Maine Coon qui a été opéré. On va tirer sur les câbles au fur et à mesure du système pour tirer la cage thoracique et la remettre en place. En fait. Et donc, ce qui fait que vous arrivez au final, alors ça peut durer très longtemps, c'est très douloureux pour l'animal, évidemment, mais au final, c'est la vie. Donc, vous voyez, le résultat au niveau de la radio est quand même hyper parlant. Moi je sais que ça m'arriverait, je tenterai. Hein. Je tenterai, en sachant que ça peut être hyper lourd et hyper dangereux pour l'animal. Enfin, pas dangereux, mais douloureux pour l'animal. Mais en fait, moi, je trouve que quand même, entre la radio avant et après, c'est vraiment extraordinaire. J'ai enlevé les images pour ceux qui sont sensibles. Oui, vous avez plusieurs cliniques vétérinaires hein, qui... Non, en fait, ils mettent la plaque, si tu veux. J'ai regardé beaucoup de photos. Il y a plusieurs cliniques qui l'ont mis en photo. Ils mettent la plaque vraiment à ce niveau-là, en fait, avec tout un... Oh, c'est mon curseur qui ne suit pas. Tu as le système extérieur qui est ici. Et en fait, tu as les câbles qui relient la plaque intérieure au système extérieur. Et en fait, ils vont tirer... Donc, ils vont faire avancer de tant de centimètres ou de millimètres par jour ou oui, par jour, je pense, ou par semaine, je sais pas. Et en fait, ils vont tirer, 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 jusqu'à ce que ça reprenne et ben, sa place normale, en fait. Et moi, je trouve ça, mais vraiment extraordinaire. Ce genre d'opération, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, on a une très, très belle avancée, quand même, médicale sur ce coup-là. Vous avez d'autres malformations au niveau du thorax, je vais vous en parler un petit peu plus rapidement. Vous avez notamment... Alors l'image n'est pas très claire, j'ai pas trouvé mieux. Donc vous avez le pectus excavatum où on a vu que le sternum rentrait. Alors celui-là, par contre, j'en ai pas parlé, j'ai pas trouvé. Et on a le carinatum. Pardon, c'est... Je vais voir. Le carinatum, c'est quand le sternum ressort. Il me reste encore du thé. On appelle ça le thorax en carène aussi. Bah, c'est l'inverse en fait du pectus excavatum. Le sternum, il devient saillant, bombé vers l'avant. On a ça aussi chez les humains. Hein. Ça donne un aspect en fait un petit peu en quille de bateau. Les signes cliniques sont souvent asymptomatiques, mais dans certains cas avancés, ça peut entraîner une gêne respiratoire à l'effort ou des tensions musculaires. Hein. L'évolution, c'est généralement bénin. La correction chirurgicale, elle est rarement indiquée. Le chaton restera avec cette malformation. Au niveau éthique, c'est à surveiller si le défaut est isolé ou s'il y a d'autres anomalies musculo-squelettiques qui vont apparaître ou qui vont être associées à cette malformation. Les autres malformations, j'ai pas trouvé de photos, donc je vous ai décrit. En fait, vous avez le texte de ce que je vais vous lire. Hein. On a l'hypoplasie thoracique, c'est-à-dire un thorax qui va être trop petit ou étroit.
Il est sous-développé de petits volumes, mais il est parfois observé chez des chatons qui sont très prématurés ou hypotrophiques, hein. Les signes qu'on va avoir, c'est de la dyspnée, de la cyanose, une mortalité précoce chez le chaton. La cause suspectée, c'est une immaturité du développement, parfois consanguinité ou défaut nutritionnel pendant la gestation. Vous avez trois pistes. Immaturité au niveau du développement. On va y arriver. C'est souvent quand vous pouvez laisser trop longtemps vos femelles avec le mâle, hein, au niveau des saillies. Donc ça aussi, hein, 3 jours max, pas plus. Sinon après on peut avoir des surprises, hein. Le problème de l'hypoplasie, c'est que c'est souvent associé à un retard global de développement, donc le pronostic est très très réservé sur la survie de ces chatons. Ah, c'est ça, l'hernie diaphragmatique congénitale. Alors je ne sais pas si c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, j'ai pas vu ta réponse parce que je lis pas tout le temps les commentaires, bien évidemment. C'était Chatterie de Palouse, c'est ça? Je remonte tes commentaires pour voir si tu m'avais répondu. Parce que j'ai un petit cerveau. Donc du coup, ouais, hernie, ok. Alors, c'est un défaut de fermeture du diaphragme à la naissance, avec des organes abdominaux pardon, comme le foie, l'estomac, les intestins qui vont migrer dans la cage thoracique en fait. Bonsoir Marion. Conséquence, la compression des poumons et du cœur va entraîner des troubles respiratoires graves en fait, hein. Les signes, c'est une respiration paradoxale, un abdomen qui est creux, il y aura souvent des souffles cardiaques associés, une croissance ralentie. Du coup, bah, Chatterie de Palouse peut nous dire si... Ah, tu veux savoir... Oui, ça fait partie, c'est congénital. Si c'est congénital, youhou, oui. Si c'est congénital, en fait, c'est... Alors, quand c'est congénital, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est souvent des gènes récessifs qui traînent. Donc, en fait, c'est souvent le mariage, hein, qui va causer ça. Souvent. Dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle un mauvais mariage, entre guillemets. On va dire que le mâle avec une autre femelle donnera pas ça, mais que le mâle avec cette femelle-là donnera ça. Et c'est pareil, cette femelle avec un autre mâle ne donnera pas ça, mais avec ce mâle-là, elle donne ça, en fait, au final. Donc, tu peux pas condamner de suite les deux. En fait, il faut refaire des mariages. Ah, toi, tu penses que c'est la chute qui a provoqué l'hernie? Ou est-ce que c'est pas la chute qui a mis... Non, j'ai pas fait l'anthropion. Euh, Ou est-ce que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est grâce à la chute qu'on l'a vu. Ouais, 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 ça m'étonne pas. Au niveau génétique, oui, c'est ce que tu vas... Ouais, c'est congénital. En fait, c'est multifactoriel. C'est un petit peu comme les côtes plates. Je me suis pas trop intéressée, mais du coup, comme tu as un cas, ça peut être intéressant. Je vais regarder, me documenter, parce qu'au niveau des côtes plates, la supplémentation, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je vais vous donner quelques suppléments à donner, peuvent éviter l'apparition de tels phénomènes. Ça, c'est intéressant. Au niveau des côtes plates, il suffit de donner certains, et on élimine largement le problème, en fait, hein. Donc, à voir pour l'hernie diaphragmatique, je ne peux pas te dire. Mais congénital, oui, ça veut dire qu'en fait, c'est une réunion. Donc, dans le... Rien à voir? Ok. Dans le cas de... un bonsoir ne fait pas mal qu'aux doigts ni aux yeux. Oui? Pourquoi tu m'as épinglé ça? Je pense savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, certaines personnes viennent souvent et ne disent pas bonsoir. Et se permettent de dire sur leur live que c'est inadmissible que les gens ne disent pas bonsoir quand ils arrivent sur un live. Ah! Alors, par principe de précaution, moi j'ai eu une hernie
Une hernie ombilicale, j'en ai eu une fois en 15 ans d'élevage. Et par principe de précaution, j'ai placé la maman en compagnie, directement. La maman, le chaton. Le chaton a été opéré, stérilisé, placé en compagnie directement. Les hernies ombilicales, ça... Ouais. Oui, non, mais c'est bien. Dans le cas d'hernie ombilicale, oui. Ça entraîne beaucoup de choses derrière, en fait, les hernies ombilicales. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais... Quand vous avez un chaton qui a une hernie ombilicale, en général, faut enlever de la repro. Oh, je pense pas qu'on parlait à toi, Marion. Donc c'est souvent létal, hein, l'hernie diaphragmatique, mais je m'y pencherai un petit peu plus. Pas tout de suite, mais de la ligne blanche. J'ai fait des fautes encore. Donc c'est quand même une hernie du diaphragme, c'est quand même une anomalie majeure qui est souvent létale. C'est congénital, donc ça vient des deux parents. Donc c'est pareil, c'est comme les côtes plates, à surveiller, à anticiper et à apprendre. Et après, vous avez celui-ci qui est magnifique, hein. Alors celui-ci, c'est quand votre chaton va avoir plein de choses en même temps. Ça peut arriver. Moi, j'ai jamais eu, mais bon. Il y en a qui gagnent en fait au loto, des chatons. C'est méchant, mais c'est un peu ironique en fait. C'est le syndrome polymalformatif avec thorax touché. Donc en fait, vous allez avoir beaucoup de choses. Vous allez avoir une anomalie de la colonne vertébrale, vous allez avoir des fentes palatines, une malformation cardiaque et parfois des anomalies génitales. En fait, un seul chaton va réunir en lui plusieurs anomalies. Alors c'est extrêmement rare, mais là, ça doit alerter sur la lignée. Là, on se pose pas de questions, on enlève. On enlève de la repro, hein. Quand vous avez sur un seul chaton autant de malformations, alors ça arrive. euh, Marion, qui fait toujours le clown, ça peut arriver dans des consanguinités rapprochées, extrêmement rapprochées, c'est-à-dire père-fille, mère-fils. Il y a ça aussi à prendre en compte, hein. Si vous faites un mariage père-fille, père-fils, bah, j'ai dit n'importe quoi, père-fils, père-fille, mère-fils, ça peut très bien se passer comme en fait ça va réunir bah, tous les gènes récessifs sur un seul chaton et se passer extrêmement mal. Oui, vous êtes adorable. Et maintenant, c'est Dadou qui va nous proposer la suite. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi lui pour ça. Et j'ai fait une faute en plus. Hop, je mets le curseur dessus, vous ne le voyez pas. Les malformations de la queue. On va démarrer par... y a pas tant que ça. Vous avez... En fait, j'ai réuni plusieurs hein, dans un seul. La queue vrillée, la queue déformée. Je vais mettre avec vous parce qu'à force de dire ça, on ne sait jamais. Anomalie de la forme ou de l'alignement des vertèbres caudales, vertèbres de la queue, qui entraîne soit une queue courte, soit tordue, soit nouée, soit rigide, soit anguleuse. Ici, on voit, hop, le curseur, elle fait hop, 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 hop. Vous voyez bien la forme? Complètement tordue. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va rester comme ça. Les causes possibles. Alors, on a des variantes génétiques bénignes, hein. Exemple, on a le gène de la queue courte chez certaines races de chats, hein, comme le Curidan bobtail ou d'autres, le lynx, le pixie bob, pardon. On peut avoir aussi des séquelles de contraintes in utero, c'est-à-dire le positionnement ou la compression du chaton in utero va faire que la queue va prendre une mauvaise forme et peut se fixer. On va avoir une anomalie osseuse isolée aussi, avec fusion, malformation d'un ou plusieurs vertèbres, hein, qui vont faire que la queue va prendre une certaine forme. Là, vous avez un chaton qui a juste un petit, comme un petit cochon en fait au final. Hop, ici, une petite queue en tire-bouchon.
Les signes cliniques qui vont être souvent asymptomatiques, parfois on s'en aperçoit même pas. Parfois il y a douleur à la manipulation, mais c'est rare, hein, en général ça leur fait pas mal. Ça peut être confondu avec une fracture congénitale ou une fracture de naissance, hein. Si c'est isolé et non douloureux, il n'y a pas de contre-indication vitale, on peut laisser l'animal comme ça et il partira effectivement en compagnie, il aura une très belle vie. Si c'est répétitif dans une lignée, si vous l'avez plusieurs fois, donc là, ou associé avec un autre défaut, c'est surtout ça aussi. Il faut surveiller attentivement votre lignée, comme d'habitude. On peut noter que certaines anomalies caudales sont associées à des défauts plus hauts dans la colonne. Donc, en général, quand vous avez un souci à la queue, il faut bien faire vérifier par un ostéo ou un vétérinaire toute la colonne vertébrale de l'animal. Souvent, c'est assez lié, hein. Et là, vous avez les queues courtes. Vous voyez où là, il n'y a quasiment pas de queue. Et sur celle-ci, la queue en ongle. En angle. Oh, on va y arriver. Hop, ici. Vous voyez, hop, tac. Après, ça leur donne un petit genre, hein. Si ça arrive de façon, voilà, sporadique, c'est pas dramatique en fait. On va passer à la spina bifida. Alors, sur certaines races de chats, c'est quelque chose qui est à surveiller. Et notamment sur le Highland Lynx, c'est une nouvelle race qui n'est pas encore reconnue en France. C'est vraiment quelque chose à spina bifida et vraiment à surveiller sur ce type de chat. C'est un défaut de fermeture du tube neural durant le développement de l'embryon. Ça entraîne une malformation au niveau des vertèbres lombaires ou sacrées, laissant parfois la moelle épinière ou les méninges exposés ou non protégés. Vous pouvez avoir plusieurs formes de spina bifida. Alors, il y avait beaucoup de photos, non pas de chats, mais alors, il y avait une photo de chat, mais je ne vous l'ai pas mis, mais beaucoup d'enfants, hein. En fait, quand vous avez un enfant qui naît avec ce qu'on appelle une queue, eh ben, c'est souvent une spina bifida. Bonsoir, Andy. Merci à ceux qui ont dit ça. Je veux tout le temps t'appeler Hugo, je suis désolée. Je crois que c'est à cause de ton affixe. Les signes possibles avec une spida, alors oui, non, on peut avoir plusieurs formes, pardon. On a la spina bifida occulta, c'est celle-ci qui n'est pas très violente, mais on peut aussi avoir la manifeste, c'est une forme visible où il y a une bosse ou un kyste en fait qui va se former en fait, hein, au niveau de la queue. Du dos, pardon. C'est au niveau du bas du dos en fait au final, c'est juste avant la queue. Les signes possibles que vous pouvez avoir liés à la spina bifida en fait. Vous pouvez avoir de l'incontinence urinaire ou fécale, de l'ataxie, c'est-à-dire des troubles moteurs bien évidemment, puisque la colonne n'est pas faite correctement, une faiblesse, une paralysie des membres postérieurs, c'est-à-dire de l'arrière, douleur et hypersensibilité au niveau local, bien évidemment. À la palpation néonatale, il faut faire une palpation néonatale pardon, soigneuse, c'est-à-dire quand vous avez les chatons qui naissent, eh bien, moi, je sais pas, moi maintenant j'inspecte tout, hein. Les pattes, les machins, le truc, on verra, il y a d'autres joyeusetés qui vont arriver tout à l'heure, je regarde vraiment partout. Je regarde à l'intérieur des bouches, même avec une lampe s'il faut, pour vérifier les fentes palatines et compagnie. Il faut vraiment bien ausculter vos chatons quand ils naissent, hein. Donc une palpation néonatale qui doit être soigneuse. On peut confirmer par imagerie, c'est-à-dire radio ou IRM, l'évolution et le pronostic dans le cas de spina bifida. Alors, selon la localisation et la gravité, certains chatons peuvent vivre leur handicap de façon plutôt légère et ça va aller, quoi. Ils vont grandir et voilà. Ils seront pas... ils vont grandir. Après, en qualité de vie, on peut se poser la question, mais bon, ça c'est autre chose. D'autres seront non viables hein, dès la naissance. Il n'existe pas de traitement curatif. Par contre, on peut mettre en place des soins palliatifs pour pas que l'animal souffre. Et on peut aussi envisager l'euthanasie dans les cas sévères. En élevage, c'est une anomalie grave à forte suspicion génétique, hein. On n'en est pas non plus, voilà, c'est suspicion.
Toute apparition de spina bifida dans une lignée doit conduire à suspendre la lignée immédiatement. Il faut enlever tous les reproducteurs impliqués dans la naissance d'un chaton qui a une spina bifida, même s'il était porteur asymptomatique, c'est-à-dire que lui-même n'en a pas. Alors bien évidemment, on ne reproduit pas avec un chat qui a une spina bifida, bien que je sache qu'il y ait beaucoup d'apprentis sorciers. C'est vraiment un signal d'alerte très très fort, hein. Une spina bifida, c'est ce que je vous dis, hein. On ne cherche plus, on ne dit pas je vais marier ma femelle avec tel mâle, c'est on retire de la repro les deux. Point. On joue pas avec ça. C'est comme la HCM, on joue pas, on enlève. On joue pas l'apprenti sorcier. Une queue tordue ne doit jamais être prise à la légère, hein. Elle s'accompagne souvent d'autres signes neurologiques, hein. Le diagnostic différentiel entre une queue vrillée qui est bénigne et une spina bifida qui est débutante, ça peut être un petit peu flou si on ne fait pas de radio. Donc, pensez à faire des radios quand même au cas où, ou à bien faire palper le chaton par votre vétérinaire. Il faut surveiller toujours les postures, la motricité et l'élimination du problème chez les chatons au fil des jours. C'est bon pour vous? On va passer à nouveau aux photos choquantes. On va parler des malformations extrêmes. C'est bon? Christelle va fermer les yeux. Il y a des naissances que certains éleveurs oublieront jamais en fait, hein. Ça restera gravé dans leur tête, hein. C'est des chatons qui n'ont pas juste un défaut, c'est un corps que la vie n'a pas pu terminer. Ce sont des chatons qui ont les viscères à l'extérieur du corps, comme si l'abdomen n'avait pas pu se refermer, le foie est dehors, les intestins sont exposés, rien pour les protéger, aucune chance. Ce sont des chatons qui naissent sans anus, condamnés à mourir dès leur première tétée, car rien ne pourra jamais s'évacuer de leur estomac. Et parfois, il y a pire, hein. Il y a des chatons sans crâne formés où l'on voit le cerveau à nu battre. C'est un être vivant quelques secondes avant l'inévitable. Alors, on n'en parle pas parce que c'est trop. C'est trop brutal, c'est trop viscéral, c'est trop loin du joli imaginaire du chaton parfait. Mais ce sont des réalités quand on est éleveur, pas de ceux qui empilent des portées, de ceux qui regardent, qui observent, qui vont écouter les lignées jusque dans leurs aberrations les plus rares. Ces chatons, ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux biologiques qui sont violents, des échecs du développement embryonnaire, des conséquences possibles, des croisements trop serrés dans les lignées, des mutations récessives qui se croisent, des perturbations fétales in utero. Souvent, c'est multifactoriel. Quand cela arrive, il faut savoir arrêter, savoir autopsier, savoir chercher, pas pour blâmer, mais pour empêcher que cela se répète. Et surtout, il faut en parler. Oui, il peut y avoir la possibilité de virus. Il faut surtout voilà, que les éleveurs apprennent à en parler plutôt que de cacher ça sous le tapis, parce que se taire, c'est laisser croire que ça n'existe pas. Et quand on croit que ça n'existe pas, eh bien, on ne fera rien pour éviter ça. Donc, hop, je vous ai remis les photos de la dernière fois. On va éviter les crânes et tout ce que je vous ai dit. On est parti pour les photos des intestins sortis. C'est un chaton qui vient de naître. On voit encore le placenta. Et ici, idem. Oui, ils sortent vivants, ça peut arriver. Ils vivent quelques secondes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils peuvent arriver mort-nés ou ils peuvent vivre quelques secondes. C'est multifactoriel. Oui,
Mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit, hein. Quand tu commences à en parler avec des éleveurs, il y en a au bout d'un moment, il y en a qui lâchent et qui vont le dire. Moi, ça m'est arrivé une fois. Après, une fois en 15 ans, c'est pas énorme. C'est triste, mais c'est la réalité des choses, oui, Chatterie de Palouse, complètement. Et c'est pour ça qu'il faut être préparé un petit peu à toutes les possibilités. Moi, je sais que ça a été très difficile parce que la maman a essayé de le ranimer pendant je ne sais pas combien de temps. Elle a essayé de l'enlever, mais elle voulait absolument réanimer son chaton. Je crois que c'est ce qui a été le plus dur. C'est pas tellement de voir le chaton, ce qui a été le plus dur, c'est de voir la maman essayer de ranimer son chaton à tout prix. Oui, ça arrive assez régulièrement. Les intestins, ça arrive assez régulièrement. Moi, l'histoire du crâne, alors moi, ça, j'ai jamais vu, hein. L'histoire du crâne, j'en ai entendu parler qu'une seule fois, dans mes connaissances. Après, je connais pas non plus. Marion pourra vous dire à quel point je suis sociable avec les autres éleveurs, à part vous, évidemment. À vous, je vous aime beaucoup. Ben, j'ai attendu qu'elle ait des contractions pour lui enlever. Moi, je l'ai enlevé. Je lui ai enlevé le chaton. Elle passait vraiment, vraiment beaucoup de temps. Elle est plus que 4000 et on est à 100. Vous êtes formidable. Elle passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps à vouloir le ranimer et ça me brisait le cœur. Non, non, non. Il y a beaucoup. Il y avait une éleveuse je crois que c'est de Sacré de Birmanie qui avait fait une vidéo YouTube qui était absolument incroyable sur ça. Où elle avait mis des photos de ses chatons mal formés, justement. Et où elle faisait un texte dessus qui était assez incroyable. Il y a quelques éleveurs très, quand même, qui sont formidables et très concernés, qui font de très très belles choses et qui font avancer les choses surtout. On va arriver aux origines des malformations. Alors je vous ai fait le chapitre après, pourquoi? Parce que quasiment toutes les malformations qu'on a vues sont souvent toutes d'origine diverses et variées, mais elles ont toutes à peu près les mêmes origines. On va tout d'abord parler du fait qu'elles tombent pas du ciel, hein, elles naissent à l'intersection de plusieurs forces. Alors, là, c'est moi qui vous fais un cours sur les malformations congénitales. La première chose, ça va être l'origine génétique, bien évidemment, pour ceux qui demandaient tout à l'heure. C'est une origine invisible, hein, donc c'est la lignée qui porte parfois plus que ce qu'on ne voit. Quand on achète un chat, il porte un phénotype, c'est sûr, un génotype au travers de son pédigré, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et c'est ce que je vous rappelle fortement, et on en reparlera tout à l'heure. L'ICO est très importante dans la façon dont vous travaillez, puisque l'ICO vous donne le pourcentage de gènes homozygotes aussi bien dominant que récessif que porte l'animal. C'est pas la consanguinité dans le sens, c'est pas un pourcentage vous disant combien il y a de pères et de fils qui ont été, et de filles qui ont été mariés. C'est vraiment, en fait, ça vous donne un pourcentage du nombre de gènes homozygotes que porte votre animal, dont les gènes récessifs. Il peut avoir 15%, parce que la plupart des chats sont à 15% maintenant. Ils peuvent avoir 15% de gènes dominants fabuleux qui sont top, comme il peut avoir bravo, merci à vous tous, vous êtes adorables. Je vous remercie énormément. Comme ils peuvent porter 15% de gènes récessifs. Si vous voulez vraiment avoir une idée de la consanguinité, dans le sens où est-ce que mon chat a été marié avec sa fille ou son cousin, c'est vraiment l'ICO, les clones et l'AVK qui va vous donner ça. Oui, le record c'est 130, donc il vous reste 30 000 et je ne suis pas encore tout à fait à la fin, hein. Donc on a le temps. On a le temps, on y arrive. On va le dire simplement, à l'origine génétique, c'est certaines malformations qui sont directement héréditaires, elles sont transmises par des mutations qui sont souvent récessives. Oui, tu le vois sur Popeds, oui, tout à fait. L'ICO, c'est quand tu cliques, c'est la consanguinité complète. Ça, c'est le nombre, en fait, c'est le pourcentage de gènes homozygotes que ton chat aura. Ça, c'est l'ICO. Après, au-dessus de Popeds, en fait, au-dessus de ton pédigré, tu vas avoir marqué fondation
Et top 5, j'ai regardé dans d'autres races, ça existe aussi. Et ça, c'est ce qui correspond en fait au final à la consanguinité de ton animal. Autrement dit, quand tu as un top 5 qui est à 70%, ce qui est la moyenne chez le Maine Coon à l'heure actuelle, ça veut dire que 70% du patrimoine génétique de ton Maine Coon appartient au top 5, c'est-à-dire à 5 chats qui ont fondé la race en 1970. Voilà. Je vais pas repartir là-dessus, mais bon. L'AVK, ça va te donner le pourcentage de doublons au niveau des mariages. L'AVK, ça va être une phrase que tu as sous le nombre de générations. Ça, c'est pour les ignares qui savent pas les personnes qui savent pas le calculer. Je visais pas les gens qui sont sur le live. Je vous rassure tout de suite, vous êtes adorables. Je vous aime beaucoup. L'AVK, en fait, tu vas avoir une phrase qui est sous les générations qui correspond au nombre d'ancêtres et de personnes uniques. Donc tu divises le nombre d'uniques par le nombre d'ancêtres communs et tu vas obtenir un chiffre que tu multiplies par 100 et ce chiffre doit absolument être au-dessus de 80%. Alors il est tout le temps au-dessus de 80% si tu calcules sur 5 générations et en fait il faut absolument le calculer sur 10 générations. Et là on a de très très mauvaises surprises. C'est un chiffre qu'il faut vraiment calculer sur 10 générations pour qu'il soit intéressant. Petit rappel de consanguinité. Donc, les origines génétiques pour toutes les malformations congénitales, elles sont dues et souvent transmises par des mutations qui sont souvent récessives. Ce qui veut dire qu'un chat porteur peut l'avoir, mais être totalement sain, ne pas le montrer. Mais s'il croise un autre porteur, ça on en reparlera au niveau des couleurs, de ça, des récessifs. Mais s'il croise un autre porteur de ce gène, alors le défaut va s'exprimer sur les chatons. Et c'est pas rare du tout, car dans les races fermées où les pédigrés se croisent, la probabilité d'associer deux porteurs, elle va augmenter de façon exponentielle. Les exemples sont nombreux. Certaines fentes palatines sont liées à des mutations mendéliennes identifiées chez le siamois et le persan. Le cas de spina bifida est souvent associé à des anomalies du tube neural favorisées par la consanguinité et des carences en acide folique. Ça aussi, on en reparlera de l'acide folique. Alors ça, c'est une étude de 2018. Pardon. Chez le Maine Coon, allez, on y va pour les bonnes nouvelles. On suspecte un terrain génétique dans les cas récurrents de Pectus excavatum familial. Je dis bien familial, donc ça veut dire ça passe de génération en génération. C'est une étude de 2020. Je peux vous donner les noms des études si ça vous intéresse et si vous voulez lire. Ça, c'est pas un souci. Mais la génétique, c'est pas seulement une question de gènes coupables, c'est un terrain entier, c'est un bagage invisible. Chaque accouplement que vous allez faire, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, chaque accouplement, chaque lignée transporte son lot de fragilité. Que vous ayez un chat fondation, un chat haute cross ou un chat de lignée traditionnelle, pour ce coup, tout le monde est à égalité. Les gènes récessifs s'expriment chez tous les chats. S'exprimeront au travers des mariages, pardon. Vous avez compris, je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Quand une malformation apparaît dans une fratrie, ce qui est important de faire, et ce qui est votre travail d'éleveur, c'est de ne plus parler au hasard, de chercher. Vous devez remonter les lignées, analyser les ascendants, comparer les collatéraux, vous renseigner sur les frères, sœurs, cousins, oncles, tantes, tout ce que vous pouvez, et chercher. Parce que ce n'est pas un accident dès qu'il y a une malformation, c'est un signal génétique assez fort. C'est OK pour vous? On passe à la seconde origine qui va répondre à d'autres questions. Non, Marion, donne pas des bonnes idées. Donne pas des bonnes idées, après je vais être... Oui, c'est moi. Oui, alors je suis une spécialiste du retraçage de lignées, mais bon, je peux le faire pour quelques personnes, mais pas non plus pour la terre entière. Pas de souci, le petit bonheur de chez nous, merci. Au niveau environnemental, quand le monde autour de l'animal façonne ce qui va se former dans l'utérus de la maman.
Du coup, c'est pas l'ADN, hein. Dans ce cas-là, c'est l'environnement. Pendant la gestation, la chatte, elle construit ses chatons cellule par cellule. Et si son corps manque d'un élément essentiel ou s'il est agressé par un facteur extérieur, eh bien, le développement des chatons peut dérailler. Les grandes causes environnementales, on les voit là, il y en a 4. On va avoir d'abord tout ce qui est toxique, hein. Donc, exposition à des produits chimiques, à des médicaments, à des vermifuges mal dosés, faites attention à ça, à des pesticides. Certaines substances franchissent le placenta et vont perturber la formation des embryons. Ça aussi, il faut y faire attention. On peut avoir des infections virales ou bactériennes, dont celles qui peuvent perturber la croissance des embryons. Ça va être la panleucopénie, c'est le typhus, le calicivirus, le FSOV, les mycoplasmes évidemment. Ces agents en fait peuvent infecter les tissus embryonnaires, ralentir leur croissance ou bien déclencher des résorptions fétales, ce qu'on a vu au dernier live, ou des malformations isolées. On a, j'ai mis 2 fois le stress gestationnel, tiens donc. On a également les carences nutritionnelles, c'est celui que j'ai oublié, pardon. Derrière moi, vous entendez mon chat qui s'énerve. Oui, il y a l'Escherichia coli qui peut être assez terrible au niveau des infections virales et bactériennes sur les croissances fétales. Les carences nutritionnelles, alors ce qui peut provoquer des malformations, un manque de taurine, un manque de vitamine A, un manque de zinc, un manque d'acide folique ou un manque de protéines animales également. Ces nutriments, ils vont être cruciaux pour la construction des organes du cerveau de la colonne vertébrale. Une carence sévère nutritionnelle peut provoquer des fentes faciales, de l'hydrocéphalie, des anomalies vertébrales ou une spina bifida. Donc bien faire attention comment sont nourries vos mamans. Et ensuite, on a évidemment le stress qui est très important chez le chat, le stress gestationnel. Une chatte stressée par la chaleur, le bruit des déplacements ou un conflit social produit des hormones de stress qu'on appelle le cortisol et peut perturber du coup la croissance des fœtus. Chez les mammifères, ça modifie l'expression de certains gènes. On appelle ça l'épigénétique. Et ça peut dérégler aussi des signaux de croissance au niveau du fœtus. Donc très important de bien gérer le stress de vos mamans. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Il y a des études sur les rongeurs et sur certains carnivores qui montrent que le stress prénatal peut altérer le développement du tube neural, du thorax et même du cœur chez les fœtus. Alors toi, éleveur, tu vois, sans le dire, hein, une chatte déplacée, perturbée, isolée. Tu donnes parfois une portée bancale ou silencieusement diminuée. Rien n'est neutre en fait, hein. Ce qu'on appelle malformation, c'est souvent la signature d'un déséquilibre qui peut être génétique, nutritionnel, infectieux, émotionnel ou pire encore un cumul de tout. C'est jamais qu'un chaton atteint, c'est une lignée entière qui va parler à travers lui. Et notre rôle à nous éleveurs, c'est pas d'espérer que ça ne se reproduise pas, hein. C'est pas de croiser des doigts ou de fermer des yeux, hein. C'est écouter, tracer, comprendre, corriger avant que la répétition ne devienne une habitude. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'éleveurs? La sélection phénotypique excessive, le prix du trait, ou le prix du trait, en fait. Il y a nous, nos choix, nos sélections. Quand on pousse le phénotype trop loin, quand on veut un museau trop large, trop avancé, quand on sélectionne une tête plus large, un profil plus extrême, une ossature plus lourde, une robe plus spectaculaire, on croit améliorer la race, mais parfois on ouvre des failles entières, on ouvre des lignes de fracture invisibles. Ce qu'on oublie, c'est que la forme n'est jamais neutre. La tête influence la respiration, la mastication, l'occlusion dentaire, la taille du thorax, du bassin, le poids des os. Tout cela pèse sur la gestation, la mise bas, la croissance. Et plus on homogénéise ces traits, plus on rétrécit le patrimoine génétique de nos chats, plus on augmente le risque de traits délétères associés. Alors, je vais pas vous mentir là-dessus, ça c'est pour après. Le lien entre... je sais que vous m'attendez sur ça parce que vous savez que
j'allais sûrement parler consanguinité et hypertype, mais pour une fois, je suis assez contente. Il y a plusieurs études vétérinaires assez récentes qui en parlent. Le lien entre phénotype extrême et anomalie congénitale devient de plus en plus documenté, notamment chez plusieurs races félines. La corrélation devient de plus en plus claire. Il a été trouvé entre traits physiques exagérés et malformations chez le persan et l'exotique short hair des brachycéphalies sévères avec des obstructions nasales, des fentes palatines et des dystocies fréquentes. Quand on pousse à l'extrême les traits d'un chat pour pour faire devenir récurrentes certaines malformations, je trouve ça quand même assez formidable et c'est là où nous, on doit se poser quand même des questions. C'est une étude qui date de 2020, elle est assez récente, hein. J'ai le Scottish Fold, pardon, le pli des oreilles lié à une mutation du gène TRPV4 provoque des anomalies osseuses qui peuvent être douloureuses pour l'animal. C'est une étude un petit peu plus ancienne qui date de 2005. Chez le Munchkin et le Bambino, on sélectionne sur le nanisme, risque accru de malformations vertébrales avec des lordoses et des scolioses. Là, c'est une étude de 2019. C'est pas une opinion. Vous voyez que c'est pas une opinion de ma part, ce sont des faits. Chaque trait exagéré augmente mécaniquement le risque de troubles associés à chaque pathologie, à chaque phénotype que vous allez en fait développer chez l'animal. Vous risquez d'associer une pathologie, dit plus clairement. C'est le coût caché de la beauté. Le coût caché de la beauté, en fait, c'est la fertilité et la mortalité qu'on touche. Une étude suédoise qui date de l'an dernier, s'il vous plaît, de 2024, a montré que les races les plus typées avaient les taux les plus élevés de césarienne, avaient une mortalité néonatale accrue jusqu'à 12 semaines. 12 semaines. Vous savez ce que ça veut dire? Des chatons qui meurent jusqu'à 3 mois. Une corrélation entre la lourdeur morphologique et des complications à la naissance. L'hypertype ne tue pas toujours, il fragilise. Il rend dépendant au vétérinaire. Plus on a d'hypertype, plus on va chez le vétérinaire. Il transforme l'éleveur en technicien du vivant au lieu d'être un gardien du vivant. Et ça, c'est dangereux. On a une réduction de la diversité génétique en plus de ça. On donne à l'animal un terrain fragile. On sélectionne toujours les mêmes lignées. Ce sont des lignées championnes, hein. En général, on aime bien les champions. On réduit ainsi le pool génétique de nos chats. On favorise l'expression de mutations récessives de plus en plus présentes. Et les malformations apparaissent plus facilement, même sans lien direct avec le phénotype qu'on vise. Ce qu'on observe dans toutes les races, c'est ce qu'on appelle les top studs, c'est-à-dire des chats qui vont, des reproducteurs qui vont dominer les pédigrés. Et là, c'est une étude qui l'a montré en 2021. Alors oui, nos sélections, quand on sélectionne nos reproducteurs, eh ben, ça a de l'impact sur la santé de l'animal. Oui, c'est nous qui allons décider, éleveurs, où commence la beauté, mais parfois où on va dépasser les limites du corps. Chaque excès morphologique a un coût biologique, il faut bien s'en rendre compte. Ce coût, ce n'est pas des fiches d'inscription qui vont le payer, ce sont les chatons que nous ferons naître. Leur respiration, leur croissance, leur capacité à vivre, la capacité à nos femelles à mettre bas normalement ou par césarienne. Quand la beauté devient un poids, elle cesse d'être un idéal. Elle devient un fardeau génétique. Mais on n'est pas non plus démunis. On a des possibilités de corriger ça. Alors parce que, en fait, pourquoi on va parler de prévenir les malformations? Parce que, en fait, observer ne suffit pas. Se dire on a une malformation, on en parle à d'autres éleveurs, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chaque malformation, chaque anomalie, chaque perte peut aussi devenir un point de départ vers une amélioration. Parce que dans ce métier, on n'a pas de pouvoir sur le hasard, mais on peut beaucoup préparer les choses. Alors, comment on peut agir? Tout d'abord, en faisant une sélection raisonnée et un suivi de lignée. Concrètement, ça veut dire maintenir un suivi rigoureux des portées avec un historique complet, gestation, naissance, anomalie, évolution. Comparer les portées de la même chatte sur plusieurs accouplements.
Qu'est-ce que ça a donné? Tout noter. Je vous disais qu'il fallait faire des cahiers ou des tableurs Excel, hein. Mais il faut absolument tout noter. Même si ça n'arrive pas souvent, parce que le jour où ça arrivera, vous aurez du matériel en fait. Vous pouvez avoir, mais je sais pas moi, vous pouvez avoir 200, non, pas 200 c'est beaucoup. Vous pouvez avoir 50 portées où tout se passe bien, et la 51e où ça va pas. Et en fait, le fait d'avoir noté sur 50 portées ce qui allait peut vous aider à trouver ce qui n'a pas été dans celle-ci en fait. C'est pour ça que c'est important de noter même quand tout va bien. Il faut savoir tracer les anomalies sur plusieurs générations, il faut savoir utiliser Popez, il faut savoir utiliser une base personnelle ou un logiciel de suivi généalogique que vous avez créé vous-même. Il faut éviter les mariages entre individus qui ont des antécédents communs de malformations, même mineures. Il faut limiter bien évidemment la consanguinité, ça veut dire un AVK sur 10 générations supérieur à 70%, mais idéalement supérieur à 80%, mais il n'y a quasiment aucun chat à l'heure actuelle. Il faut bien évidemment une ICO inférieure à 10%, ce sera déjà pas mal. Je vous rappelle que les vétérinaires préconisent en dessous de 5%, mais on est trop loin. Donc du coup, 10%, ce serait être aux alentours des 10%, ce serait déjà une énorme victoire. Et il faut diversifier les lignées. Il faut changer vos top 5, il faut vérifier vos top 5, les étudier, remonter vos pédigrés jusqu'à 10 générations et essayer de mettre de l'air dans vos pédigrés, bien évidemment. Ce qu'on peut faire, ce qui va vous intéresser, on peut complémenter. Alors, il faut adapter, hein. Ça, c'est vraiment, je vous donne ça vite fait. J'ai plein d'autres tableaux comme ça. Ceux qui veulent vraiment des petits, veulent savoir. On peut aider des chatons dès la naissance, en fait. On peut aider des mamans pendant la gestation. Quand on a vu un problème la fois d'après, oui, il faut tous. C'est Cyril qui a raison. Faut arrêter de tous acheter dans les mêmes chatteries. Il faut arrêter de viser les grandes chatteries parce que ça veut rien dire une grande chatterie. Une grande chatterie, ça veut dire quoi? Ça va être des chats surutilisés. Il faut diversifier, il faut étudier vos pédigrés, il faut regarder. Faut pas spécialement partir à l'étranger. Il y a un live où je vous ai montré qu'un chat né en Autriche en 2020 avait exactement le même pédigré. En fait, c'était le clone d'un chat né en France en 2024. Donc bravo. En fait, on avait un frère et une sœur, mais nés à 1000 km de distance et à 4 ans d'écart. Quand on en arrive là, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Et le Maine Coon est une des races où ça va encore. Donc les autres races, ça peut être plus catastrophé. Un peu à droite. Ta droite ou la mienne? Tu me dis, comme ça? Mais moi, je travaille des fondations, mais je vais vous en parler juste après. Mais c'est pas la panacée non plus, hein. Une fondation, il faut savoir le travailler déjà. Faut savoir le travailler, faut savoir arrêter la lignée si ça va pas, parce que en fait, une fondation, c'est une lignée que tu ne connais pas. C'est un chat qui a des gènes extrêmement bas, mais c'est un chat que tu ne connais pas. L'autre droite, ça marche. Je rappelle que je confonds ma gauche et ma droite, hein. Donc, les compléments, vous avez bien évidemment l'acide folique, qui est très importante, qu'on peut donner aux mamans en gestation sans souci, qui peuvent éviter notamment les côtes plates et plein d'autres petits problèmes. Les spina bifida, les fentes palatines, les côtes plates. Vous pouvez supplémenter en taurine, bien évidemment. Le zinc, qui est un cofacteur enzymatique qui aide le développement osseux. La vitamine A qui aide la croissance osseuse et la formation du palais des tissus, la vitamine E plus le sélénium, les oméga 3, les EPA, DHA qui sont très importants, évidemment les probiotiques qui vont donner un équilibre digestif à la maman et développer son système immunitaire. Si vous voulez d'autres, les tableaux, de toute façon, vous l'aurez dans le... Ah oui, on peut rajouter la vitamine B12, bien évidemment, qui est essentielle. Je ne l'ai pas mis sur ce tableau, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez d'autres infos, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Je me tiens à votre disposition. Après, je ne réponds pas toujours à la seconde, hein, mais en général, j'essaye de répondre.
La vitamine B12, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est la division cellulaire, c'est la formation du tube neural, c'est la prévention de l'anémie, c'est le soutien du foie et du système nerveux. Donc, pas hésiter encore, comme ça. Là, moi, pour moi, je vois tout, mais vous, je sais pas. Quoi? Non. Ah, il faut aller où? Vous le voyez pas bien? Ah, c'est parce que je vous ai marqué les dosages, hein. J'ai un tableau encore plus complet que celui-là, mais celui-là, je le garde que pour les gens qui me parleront. Parce que je vais arrêter de donner trop d'infos sur les lives, en fait. Je vais vous obliger à venir me parler si vous voulez d'autres. Ok. Tu vois pas le début. Non, mais j'avais trouvé on peut pas dire, mon secrétaire pour écrire le livre qui s'appelait Cyril, mais il refuse parce qu'il fait plein de fautes d'orthographe, soi-disant. Pardon, je reviens dans 2 secondes. Je rappelle que j'ai une pension animalière et là j'ai un lapin à garder qui est avec moi et il vient de s'écrouler d'un seul coup. Il m'a fait peur. Je croyais qu'il m'avait fait une crise cardiaque. Non, non, il est en train de se rouler dans sa litière. Tout va bien. Je ne suis pas une grande habituée des lapins, comme vous pouvez le voir. C'est pas ma passion première. Bon après, il est adorable, très gentil. Non, mais j'en ai plein des tableaux. Je te donnerai mes fichiers avec grand plaisir, Marion. Donc du coup, bah, en fait, vous avez les PDF des lives qui sont pas à jour, mais que je vais remettre, dès que je peux, maintenant que j'ai récupéré un ordinateur. Non, mais il est dans une cage, ça va. En plus, c'est un gros lapin, il est énorme. Euh, Vous aurez en fait, tout ce que vous avez vu comme slide, c'est remis en PDF sur campsite.to. Ludine, Romain, pardon, va se faire un plaisir de vous mettre ça en commentaire. Slash Nin Whisper. En fait, c'est un site. Non, 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 il a des oreilles bizarres. Non, mais en lapin, j'ai aucune connaissance, hein. Il y a plein d'animaux où j'ai aucune connaissance d'ailleurs. C'est lui qui fait tout le boucan là, derrière. Du coup, vous pouvez retrouver les PDF. Voilà, merci Romain. Sur ce site, vous pourrez récupérer les PDF. Par contre, ça vous envoie en fait sur un site qui vous demande votre adresse mail et qui vous permet de télécharger le PDF, tout simplement pour savoir où vont mes PDF. Je ne vous enverrai pas de pub, je le vous promets, j'ai pas le temps. Et la chaîne YouTube qui est toujours pas à jour elle non plus, mais où vous pouvez voir à nouveau les lives en replay. On est parti. En résumé, pour tout ce qui est complément nutritionnel qui aide à la reproduction, la B12, on l'oublie souvent et pourtant c'est la vitamine de la division cellulaire. C'est celle qui évite les erreurs de copie dans l'ADN. Hyper importante la B12. Elle soutient le système qui se construit. Un déficit en B12, c'est comme vouloir bâtir une lignée avec un fil génétique qui n'est pas du tout tendu. En conclusion, bah, rien n'est infaillible, mais tout peut être affiné. En fait, oui, vous avez des soucis, vous avez des malformations sur une lignée. Est-ce qu'il faut enlever? Pas toujours. Il faut réfléchir, se poser. On peut rattraper le coup. Merci Romain. Voici la chaîne YouTube. La nature, elle reste souveraine, hein, mais chaque décision que nous prenons, nous, éleveurs, influence. On peut complémenter, observer, tester, comparer. C'est pas une obsession, c'est pas être un éleveur obsédé, c'est juste avoir de la responsabilité et de l'éthique. Prévenir une malformation, ce sera jamais spectaculaire, hein.
Vous n'aurez jamais une hola ou personne pour vous dire bravo, tu n'as pas eu de malformation sur tes portées suivantes. Mais pourtant, c'est une victoire silencieuse. Ça veut dire que vous avez sauvé une lignée, et ça, c'est pas anodin, sauver une lignée. Et dans ce métier, ce sont ces victoires invisibles qui construisent les lignées durables. Et je vais vous parler d'un cas éthique, c'est là où je vous ai mis aucun chiffre, mais je les ai derrière, si ça peut aider certains, qui m'arrivait à moi. Je vais vous en parler après. Je vais d'abord vous parler de que faire quand on a un chaton mal formé, quand il est là, qui respire, qui bouge, qui n'a pas choisi de naître ainsi, mais qu'il est né ainsi. Il s'agit d'une malformation bénigne. Parfois, ça peut être une quevrillée, une asymétrie discrète, quelque chose qui ne gêne pas ou pas encore. Mais parfois, ça peut être lourd. Ça peut être une fente palatine. Ça peut être un thorax trop étroit. Ça peut être un anus qui n'existe pas, ça peut être une moelle qui n'est pas protégée. Et là, l'éleveur se retrouve seul face à une question fondamentale. Peut-on garantir à ce chaton une vie confortable, digne, sans douleur? En fait, c'est toujours la question que vous devez vous poser. Avant de sauver à tout prix un chaton, c'est est-ce que je peux garantir à ce chaton une vie confortable, digne, sans douleur? Ça doit être votre ligne de conduite. Parce que aimer un chaton, ça ne suffit pas toujours. Aimer, parfois, ça peut vouloir dire abréger. Juste pour se rassurer, parfois on continue, mais parfois il faut savoir arrêter. Et pas vouloir essayer à tout prix. Certains éleveurs choisissent de garder ces chatons pour leur offrir une vie douce malgré tout, par amour, par volonté de comprendre, d'observer ou de ne pas abandonner. Et ça, c'est un choix respectable, mais qui demande un engagement total. Soins vétérinaires, adaptation du cadre de vie, suivi quotidien, parfois gestion de la douleur. Et ça, c'est pas pour devenir un cas de vitrine, une particularité mignonne ou un objet de curiosité sur les réseaux. Ça sert à rien. Merci pour les 130 000 likes. Et la lignée, dans ces cas-là, on en fait quoi de la lignée? Une autre question se pose quand on en arrive là, plus vaste, plus grave. Doit-on transmettre cette lignée, même si le chaton est vivant, même si la malformation semble isolée, même si les autres vont bien, car une malformation ne vient presque jamais seule. Elle est l'expression d'un terrain, quelque chose qu'on a sélectionné sans recul. Quand on garde des lignées ou des anomalies qui se répètent, on finit par banaliser, par leur donner un visage, une autorisation de vivre. L'éthique commence en fait là où le test ADN s'arrête. Aucun test génétique ne va remplacer une décision de votre conscience. Aucun vétérinaire ne peut garantir qu'un chaton ira bien. Vous faites du vivant. Mais nous, en tant qu'éleveurs, on peut observer, écouter, assumer. Dans certains cas, ce n'est pas de l'euthanasie, ce n'est pas de l'abandon, c'est parfois un acte d'amour pur et lucide. Quand la vie est possible mais fragile, c'est à toi de te demander si on a la force, les moyens et la cohérence de porter la lignée encore plus loin. Un chaton mal formé, c'est plus qu'un chaton, c'est un miroir posé sur notre responsabilité d'éleveur. Alors, on en parlait des fondations. Alors, l'éthique des fondations. Corriger sans condamner, bâtir sans trahir, ça pourrait être le résumé. Travailler une lignée haute crosse sous nouvelle fondation, ça fait 15 ans que je le fais. C'est pas jouer à la génétique, c'est accepter l'inconnu. C'est avancer sur un sentier qui n'a pas de carte, où on ne sait rien. Ce sont des lignées qui sont jeunes, qui ne sont pas lissées, qui ne sont pas standardisées. Elles portent en elles des gènes récessifs, bien évidemment, qui ne sont pas exprimés depuis des générations. Parfois, un seul mariage va révéler ce que nul ne soupçonnait ou ne pensait. Un souffle, une asymétrie, une faiblesse passée sous silence. Alors, quand vous êtes éleveur de fondation ou de haute crosse, vous notez, vous observez, vous cherchez la source, vous vous interrogez. Mutation spontanée, interaction génétique, erreur de lecture, signal caché, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous allez refaire le même mariage pour vérifier. Mais ce travail, c'est des heures de réflexion.
C'est des croisements testés, notés, observés, corrigés, adaptés sur des années, pour au bout du compte s'apercevoir que non, la lignée ne va pas. On l'arrête. On a investi non seulement de l'argent, on va parler de ça en premier, on a investi du temps en deuxième, et on a investi énormément d'amour. C'est ça, c'est des sacrifices. Être éleveur de fondation et d'autres cross, c'est des sacrifices. C'est savoir arrêter une lignée qui était pourtant prometteuse, dans laquelle on a tout investi. Et pourtant, moi, je ne condamne jamais une lignée. Je l'écoute, je la comprends, je la corrige. Et si le feu qui l'habite en vaut la peine, je la fais perdurer avec justesse. Car c'est ça, être éleveur de fondation, c'est pas empiler des pédigrés parfaits, c'est rendre au Maine Coon son souffle premier, son socle profond, sa robustesse. Le Maine Coon est un chat robuste. Mais ça, c'était avant qu'il gagne les concours. Moi, mon travail, c'est ça, c'est lui rendre sa force. Mais pour rendre sa force, je dois accepter qu'il y ait des fragilités. Les lignées anciennes, elles aussi, cachent des failles. Les lignées anciennes, ce sont vos lignées, les lignées traditionnelles. Hein. Les lignées neuves, elles exposent parfois à ciel ouvert, mais pas toujours. Et moi, je choisis la transparence, je choisis la responsabilité, pas parce que c'est plus simple, parce que c'est plus juste. Une lignée, c'est pas un verdict, c'est un pacte. C'est un pacte entre vous et elle. Et quand la lignée vacille, on ne la sacrifie pas, on l'écoute, on la répare. Soigner une lignée, travailler sur une lignée, corriger une lignée, c'est refuser la fatalité, essayer de s'adapter. Mais ça m'est arrivé d'arrêter des lignées, je vous le dis franchement, j'en ai arrêté une. En 15 ans d'élevage, j'en ai arrêté une parce qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas, quels que soient les mariages. Et c'est ça aussi être éleveur, c'est savoir dire stop. Alors, on croit parfois qu'il suffit d'écarter une lignée pour qu'un défaut disparaisse. Mais élever, c'est pas toujours éliminer. Hein. Je vous rappelle que le Maine Coon est quand même dans une phase où la consanguinité est extrêmement serrée. Donc, du coup, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'éliminer des lignées entières. Il faut comprendre, s'adapter, se transformer. Donc, j'ai travaillé des lignées haute cross, des lignées fondation, mais j'ai travaillé aussi des lignées traditionnelles. Et j'ai vu apparaître chez une de mes chattes qui était de lignée traditionnelle, un symptôme qui ressemblait à une missie. Les premières années, aucun chaton n'était atteint. Les 2 premières portées, j'ai pas eu de soucis. Troisième portée, un des chatons est atteint d'à peu près le même symptôme qu'elle. Elle était avec des croquettes spéciales, tout allait bien pour elle, mais c'était jamais passé sur des chatons. Là, ça passe sur des chatons. Au lieu de pointer du doigt, au lieu de la rayer de l'élevage et de rayer toute sa branche entière qui en valait quand même un petit peu la peine, j'ai choisi une autre voie. Je l'ai observée, j'ai étudié, j'ai cherché et j'ai choisi de corriger nutritionnellement les chatons dès la mise bas. J'ai soutenu la mère durant toute la phase gestationnelle et dès la mise bas jusqu'aux 3 mois, j'ai soutenu tout le monde. Ben, vous savez quoi, la lignée, elle a tenu, les symptômes ont disparu. Il n'y a plus de chatons, maintenant ils ont 3 ans ces chatons. Il m'a fallu 4 ans pour arriver à stabiliser cette lignée, mais je l'ai stabilisée. C'est maintenant les derniers chatons partis ont 3 ans, ils vont bien, ils n'ont aucun signe de problèmes intestinaux, à tel point que vous pouvez leur changer les croquettes du jour au lendemain, ça ne provoque absolument rien chez eux. Ce sont des générations suivantes qui deviennent stables. C'est pas un miracle, c'est pas une lecture attentive ni une réponse adaptée. C'est surtout avoir confiance dans le vivant. Parce que oui, une lignée peut avoir un défaut, mais si on l'accompagne, si on la comprend, si on l'écoute, n'importe quelle lignée peut devenir forte et plus forte même qu'avant. Corriger, c'est pas trahir, c'est honorer la responsabilité de transmettre. Et ça, c'est important. Alors, j'ai pas eu de biopsie, j'ai pas eu de chiffrage. Un de ces chatons a été celui qui a montré le problème dans la lignée. Lui a eu une biopsie et une missie a été confirmée. Chez la maman, on n'a jamais été jusque-là.
sur la biopsie, c'est tout simplement utilisation de la B12, de croquettes adaptées qui sont pas les meilleures du monde, loin de là. C'est une gamme plutôt moyenne, mais elle, ça lui va très bien. Donc, bah écoutez, si elle, ça lui va, moi, ça me va. Elle fait des cacas magnifiques. Désolée de vous parler de ça, mais voilà. C'est une très grande femelle magnifique, qui est d'une lignée très connue d'ailleurs. Avoir supplémenté les chatons alors ils ont été alimentés par la maman, mais ils avaient des biberons en complément qui étaient farcis de choses toutes simples, hein. De la levure de bière, de l'ergifilus, du psyllium, de la B12. Et ça, jusqu'à leurs 3 mois, on fait des chatons qui ont au final une santé intestinale de fer. Est-ce qu'il faut le faire à tout le monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, voilà. Mais c'est à vous de regarder, d'étudier, d'observer ce qui se passe. Moi, dans ce cas, pour elle, ça a super bien fonctionné. La vitamine B12, c'est quand même très intéressant, hein, de s'y intéresser. Parce qu'une mère bien nourrie ne va pas transmettre que du lait, elle va transmettre un équilibre. Et la B12, en fait, c'est la gardienne silencieuse de ce passage, hein. Avec elle, le développement devient fluide, la croissance, elle devient droite. Chez le chaton, une carence en B12, ça ne va pas se voir tout de suite, hein. Mais elle agit en silence, elle va ralentir, elle va le fatiguer. Elle va offrir un supplément en B12, c'est comme renforcer les fondations d'un château avant même que les murs ne tremblent. Et ça, c'est intéressant. À savoir que la B12 est souvent éliminée, le surplus de B12, c'est là où c'est intéressant, est éliminé naturellement par le corps. Mais après, il y a des dosages, hein. Moi, j'ai les dosages si ça vous intéresse. On en arrive à la conclusion. Je vais boire un coup. Dadou a pensé à moi tout à l'heure, je l'ai vu même si j'ai rien dit. Je vous remercie énormément parce qu'on a battu notre record. Et de visiteurs aussi. D'ailleurs, au passage, les malformations, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des signes, des points de rupture dans le fil de la transmission de lignée. Elles ne viennent pas pour nous accuser, elles viennent pour nous alerter. Elles nous rappellent une chose simple, mais que beaucoup ont oublié, la sélection n'est jamais neutre. Les reproducteurs que vous choisissez, ce n'est jamais neutre. À chaque fois que nous croisons deux lignées, parce que vous choisissez un père et une mère, donc vous choisissez deux lignées, ou une seule parfois d'ailleurs. À chaque fois que nous choisissons un mâle, une femelle, un type, une robe, nous dessinons un futur. Et dans ce futur, il y a des chatons merveilleux et très beaux, mais il y a aussi des failles qui peuvent être extrêmement douloureuses. Chaque flamme qui naît dans nos portées, chaque petit souffle porte à la fois la lumière de ses ancêtres et l'ombre des faiblesses de la lignée. C'est pas un drame, hein. C'est juste le prix du feu. Et ce feu, nous ne pouvons pas toujours le contrôler, mais nous pouvons choisir ce que nous allons en faire. Alors c'est à nous de décider ce que nous voulons transmettre, ce que nous voulons arrêter. Non pas pour masquer, éliminer, standardiser, mais pour honorer ce qui mérite d'être porté plus loin. Le vrai pouvoir de l'éleveur, c'est pas de produire des chatons parfaits, c'est de savoir quand le feu éclaire encore et quand il va commencer à brûler. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. Je vous présente... Alors, je vais vous bouger ça. Donc, en fait, oui, j'ai laissé mardi 7 octobre, mais c'était reporté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'arrive pas à le bouger. Hop là. Je vous le mets un petit peu plus haut, comme ça, vous pouvez voir la magnifique rose. Bon, on la voit quand même. Donc, jeudi, nous aurons un live sur le cas de Rose, et non pas le syndrome de Rose. Je parle bien du cas de Rose, qui est cette magnifique chatte Maine Coon. On parlera donc de son souci d'hydrocéphalie entre combat et espérance. Et je remercie. Enfin voilà, venez à ce live. C'est une très très belle histoire. C'est une histoire d'amour.
entre une chatte et sa propriétaire. Et ouais, c'est le fameux syndrome de Rose, hein, pour les ignares. Non, c'est le cas de Rose, c'est pas un syndrome. C'est le syndrome d'hydrocéphalie, par contre, qui devient qui devient un petit peu plus fréquent qu'habituellement, surtout chez le Maine Coon. Donc là aussi, il faut se poser les bonnes questions, hein. C'est pas une maladie qui arrive toutes les 36 ans. Ça arrive chaque année, fréquemment, chez des éleveurs. Souvent, les chatons sont euthanasiés, je tiens à le préciser, malheureusement. Donc voilà, le cas de Rose est intéressant, c'est une très très belle histoire. Et à partir de la semaine prochaine, youpi tralala, on démarre le thème Tim Burton avec, pour le premier film, Batman, s'il vous plaît. Et on parlera génétique des couleurs, n'en